m'appelle Bernard Chartier, je suis cofondateur du collectif sur ECAPS. Donc on est d'abord ravis de démarrer la saison des meet-ups sur ECAPS 2017 par ce sujet-là aujourd'hui. Donc on en fait, j'espère, 3 dans l'année qui vient, comme on en a fait 3 l'année dernière. Donc on est ravis de vous accueillir sur ce premier meet-up de l'année 2017. Et puis on est d'autant plus ravis qu'on vous accueille du coup dans nos nouveaux locaux. L'année dernière on était un collectif de conseils sans domicile fixe. Donc on a pu passer nos meet-ups dans nos écoles partenaires, au CE et au CG, c'était génial et merci pour ça. Et on est ravis du coup de démarrer ce premier meet-up dans nos locaux où on est depuis quelques mois. Voilà. Je ne vais pas parler plus longtemps. On se retrouve pour boire un verre tranquille, notamment avec nos amis de Divin après les speeches. Bienvenue chez vous. Voilà. Sentez-vous à l'aise, soyez à l'aise. Et sans plus attendre, je vais passer la parole à Isabelle. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie donc de commencer. J'ai effectivement une petite vidéo à vous présenter. Peut-être juste quelques mots sur Etancy. On a lancé cette société il y a maintenant un petit peu plus de 2 ans, avec comme objectif de mettre à l'intérieur du magasin du digital qui permette aux marchands traditionnels de se doter d'outils pour faire face aux e-commerçants. Moi, j'ai un background totalement digital, avec une forte partie média, et ensuite je me suis frottée à l'e-commerce. Et en retombant sur le énième article d'Amazon qui expliquait comment il arrivait, grâce à ces algorithmes de prédiction qui permettaient, en comparant non seulement la navigation mais aussi le type de presse, à anticiper et à mieux gérer les stocks, on s'est mis à travailler avec une équipe d'ingénieurs sur un procédé qui mixe hardware et software et qui permet aujourd'hui de donner aux marchands différents types d'outils. Le premier, c'est l'analytics. Pour ceux qui viennent du web, ça fait 15-20 ans qu'on est habitué à travailler sur les données de navigation. Quand on a un taux de transformation sur le web de quelques pourcents, on est obligé de s'intéresser à tous les visiteurs et donc de comprendre d'où ils viennent, ce qu'ils font, où ils vont, pourquoi, etc. Donc tout ce qui est donné analytics. Et puis deuxième chose, tout ce qui est donné de reciblage, qui a aussi énormément aidé le développement du e-commerce, c'est-à-dire la capacité, en fonction de cohortes ou de méthodes de consommation ou de navigation sur Internet, de pouvoir les recibler en leur proposant des produits adaptés. Donc on a mis en place un procédé hardware-software. Je vais passer une petite vidéo et puis après on discutera ensemble des cas opérationnels. Ça, c'est les types de dashboards que l'on propose à nos clients. L'équipe aujourd'hui des foncières, des enseignes centre-ville. Ça c'est le hardware, on y reviendra tout à l'heure, qu'on installe à l'intérieur de l'espace marchand. Et la partie marketing que l'on adosse à l'analyse du flux. La capacité de déterminer des cohortes en fonction d'un comportement à l'intérieur de l'espace marchand. Et ça, on y croit beaucoup. C'est la capacité de cibler des messages en fonction de l'audience sur des écrans de proximité. Effectivement, quand on s'est mis à réfléchir aux outils et aux types de technologies, à l'époque, il y a 2 ans, on parlait beaucoup des bitcoins.
C'était comment le beacon pouvait révolutionner la relation consommateur et comment il pouvait effectivement, à l'intérieur de l'espace marchand, créer un lien entre un outil digital et le comportement utilisateur. Et nous, on est parti de ce principe que l'écran du téléphone n'est pas le bon support à l'intérieur d'un espace marchand. On est parti du principe que le téléphone est avant tout un outil ou un moyen pour entrer en contact avec votre famille, avec l'univers professionnel pour travailler, mais pas pour recevoir de l'électricité. Et donc très rapidement, on a mis en place un système qui est le système de Pinot-Player que vous avez vu tout à l'heure, qui permet de se dire, ben voilà, lorsqu'on arrive à l'intérieur d'un magasin, ce qui est important, on ne va pas changer le merchandising comme Amazon transforme son site à chaque fois que vous arrivez en fonction des navigations et des navigations comparables à celles que vous pouvez avoir. On ne peut pas changer le merchandising en permanence, mais par contre, on peut pousser de l'information auprès de l'utilisateur en fonction d'un comportement. Donc là, par exemple, on est chez Leroy Merlin au printemps, et au printemps, on a d'abord analysé les flux, c'est-à-dire compris combien de personnes allaient d'abord au rayon cosmétique, ensuite au rayon femmes, sous format flux. Et ensuite, on a installé effectivement ces vidéos players pour pouvoir, en fonction de cohortes, repousser des informations à l'intérieur du magasin. Alors, qu'est-ce que les équipes opérationnelles ont retiré de toutes ces informations? Première chose, elles ont utilisé les données analytics pour optimiser leur turnover, c'est-à-dire qu'elles se sont rendues compte qu'à côté des cabines, je donne des exemples totalement au hasard, à côté des cabines du premier étage, il y avait effectivement des espaces qui n'étaient sûrement pas suffisamment exploités parce qu'il y avait beaucoup de flux et elles ne généraient pas suffisamment de chiffre d'affaires, donc elles ont réinstallé soit des corners, soit redéployé des équipes sur ces différents espaces et pouf, tout d'un coup, elles ont vu les chiffres d'affaires augmenter. Ça, c'est un premier cas. Deuxième cas, là qui est en place avec, on est en train de mettre en place avec les équipes Leroy Merlin, on équipe les équipes du floor, du magasin, de petites tablettes. Sur ces tablettes, on reconstitue le plan du magasin, stylisé, et en 3-4 couleurs, on arrive à donner en quasi temps réel une indication aux équipes vendeurs s'il y a plus ou moins de personnes au rayon cuisine ou au rayon des cuisinières. Tout ça avec cette notion de dire, et on a toujours cette vision, de dire comment on peut faire pour améliorer le service magasin, comment on peut faire pour augmenter le panier moyen, et donc faire en sorte que lorsqu'on arrive dans le magasin, on soit plus accueilli et qu'on permette effectivement d'acheter des produits qui m'intéressent le plus simplement possible. Donc ça c'est un deuxième cas. Après on est en train de réfléchir aussi avec un très gros de la décoration, sur un système prédictif pour éviter de faire la queue aux caisses. Aujourd'hui, il y a des systèmes qui existent où vous téléchargez une application et sur cette application, on va vous indiquer si vous allez à la caisse 1, à la caisse 2, à la caisse 3, en fonction de l'horaire à laquelle vous arrivez. Nous, on a pris le problème à l'envers. On s'est dit on va analyser le flux. Donc, il faut que ça soit sur des grandes surfaces, ça ne se fait pas sur les 250 mètres carrés. Fait sur les grandes surfaces, on analyse le flux et on est du prédictif et on arrive à indiquer aux équipes si en fonction du flux qui est là à un instant T, il faut ouvrir une ligne de caisse supplémentaire ou on ferme les lignes. Donc l'idée c'est toujours dans cette situation complètement seamless, tout d'un coup j'arrive à la caisse et il n'y a pas la queue à la caisse, puisqu'effectivement on aura donné des informations et poussé des alertes au magasin pour qu'il réorganise ses équipes. Voilà des idées et des exemples qui sont mis en place aujourd'hui et testés par des clients sur comment des outils digitaux peuvent améliorer le service à l'intérieur du magasin et améliorer le panier moyen du client. Ensuite, autre couche et autre chose importante qu'on a mis aussi en place, c'est lorsqu'on analyse un flux, et pareil, on s'est inspiré de ce que l'on fait sur Internet depuis longtemps, lorsqu'on analyse un flux, on arrive à déterminer ou à optimiser des campagnes marketing. Donc on a pas mal réfléchi là-dessus depuis 6 ou 7 mois. Première étape, c'est déjà de faire un lien entre le mobile et le comportement visiteur. Alors l'idée, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pas de pousser une information au moment où la personne est dans le magasin, mais c'est de faire en sorte, en
avant sa visite ou après sa visite, de lui pousser une publicité en fonction d'un comportement magasin sur un support média. Donc on a passé des accords avec 2 grosses régies mobiles et aujourd'hui, sur des applications, on arrive effectivement à cibler des cohortes, soit d'abord en géolocalisation et on regarde le comportement des gens qui ont été soumis à la pub à l'intérieur du magasin, avec une granularité filtre. On a fait des opérations, entre autres, avec des gros départements stores parisiens, et on est arrivé à leur dire s'il y avait eu plus de monde au rayon boudoune, enfin, au rayon, on va dire, femmes ou boudoune, R+1, qu'avant, pendant la campagne, et faire des systèmes d'A/B testing. Donc ça, c'est un lien entre le mobile, en géolocalisation, et ce qui se passe à l'intérieur du magasin. Et on peut faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on peut après recibler, c'est-à-dire prendre des cohortes à l'intérieur du magasin et pouvoir les recibler ensuite sur une navigation média, application mobile, après la visite magasin. Et puis il y a un autre sujet qui a pris beaucoup de temps aux équipes, et là on est très fiers parce qu'on arrive quasi au bout, c'est tout ce qui est affichage. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais la CNIL avait refusé un système de comptabilisation de l'audience qui avait été proposé par JC2Co il y a 1 an, qui était un système de pseudo-anonymisation, mais qui permettait, et c'est tout à fait légitime pour DECO, de comprendre ce qui se passe autour du mobilier urbain et de pouvoir enfin concurrencer Google. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, Google, c'est en gros ce qui se passe dans la rue, et est capable de dire après aux marques et ou aux enseignes l'impact de la publicité digitale avec son impact à l'intérieur du magasin. En tous les cas, ils ont suffisamment de puissance aujourd'hui et de couverture de la population pour pouvoir faire un lien entre un comportement physique, un comportement digital et ce qui se passe quasiment au niveau du rayon dans un magasin. C'est forcément légitime pour JC2Co ou pour des TF1, chez qui de nombreux annonceurs investissent encore des sommes d'argent importantes, de pouvoir offrir des outils qui permettent de comprendre le ROI. Il y a 100 personnes qui sont passées devant mon réseau publicitaire à l'Étoile, puis à Saint-Lazare et ensuite à Beaubourg. Je voudrais savoir, moi, Leroy Merlin, combien ça a généré de visites dans le Leroy Merlin de Beaubourg. Et donc, effectivement, DECO avait proposé un système qui a été refusé par la CNIL, non pas que la CNIL soit contre la possibilité d'avoir ce type d'outil, mais avec une notion tout à fait légitime de protéger les libertés individuelles et donc le citoyen. Et donc l'équipe s'est mise à travailler non pas sur la base d'un algorithme préexistant, mais en recréant un algorithme from scratch, en reprenant sur la base des contraintes données par la CNIL. Et on a proposé un algorithme qui a été accepté en décembre, et on attend là une demande que la CNIL nous a demandé de faire, qui est une demande d'autorisation, qui devrait être validée d'ici quelques semaines pour un premier déploiement. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'on va pouvoir, en protégeant l'individu, c'est-à-dire en évitant de faire, enfin, on ne va pas faire des parcours anonymes qui peuvent mettre en péril les libertés individuelles, mais on va pouvoir permettre à une smart city, à un mobilier urbain, de proposer exactement le même type de bilan et de restitution de campagne que peut proposer aujourd'hui un Google ou Facebook, c'est-à-dire la capacité de dire, ben voilà, il y a ces 100 personnes qui ont vu cette pub, elles ont eu un taux de répétition d'ailleurs sur ce réseau de temps, il y a eu un temps d'engagement, c'est-à-dire de temps passé à côté de la pub de temps, et vous avez X personnes. Donc voilà le spectre de tous les produits sur lesquels l'équipe a travaillé. Retency, c'est principalement des ingénieurs et des matheux. Nous sommes un petit peu plus que 2 dans l'équipe commerciale, mais pas beaucoup plus, avec Maxence là, qui m'accompagne. Et la technologie est un mixte de hardware, ce qui est très important, puisque dès la collecte de l'information, il est important de bien traiter et de collecter correctement l'information. Et un mixte de software assez pointu, avec des algorithmes qui permettent non seulement la pertinence des chiffres lorsqu'on analyse des pièces à l'intérieur d'un magasin, mais qui vont nous permettre bientôt, je vais dire
être aussi pertinent ou efficace ou avoir une couverture aussi large que les Google et Facebook en allant sur la voie publique. Merci beaucoup. Les questions sont maintenant ou après, enfin, voilà, puis je suis. Ouais, non, mais n'hésitez pas maintenant. C'est quelle techno qui est utilisée pour. Qu'est-ce que vous collectez aussi? Alors, on est multisensor, c'est aussi quelque chose de très important. En fait, on a développé notre propre carte électronique. Et donc, on est capable de mettre tout un tas de têtes de lecture sur la carte électronique. Donc, on peut plugger des caméras, et là, on commence à déployer pour suivre des plaques d'immatriculation sur des parkings de centres commerciaux. On peut suivre des radiofréquences de téléphone, on peut suivre du RFID longue distance. Voilà, donc on est absolument multisensor. Et autre point aussi important, c'est la simplicité d'installation. J'ai moi-même fait des déploiements, c'est vous dire. En fait, c'est des petits boîtiers, on branche sur une prise électrique, on-off, ça marche, et on arrive à suivre via nos back-office le fait que c'est bien en ligne et que la donnée est bien collectée. Donc on est indépendant du système d'information du magasin. On n'a pas besoin de se connecter au Wi-Fi. En fait, on embarque dans nos petits boîtiers des puces M2M Orange. Là, on va déployer à Roland-Garros. On a été choisi par Orange pour être l'une des premières sociétés qui va bêta-tester la puce LTEM, qui est le concurrent de Sigfox, en fait, sur du 4G en M2M pour passer l'information. Donc, on est totalement indépendant du système d'information du magasin. Et on a cette capacité de faire évoluer la carte électronique en fonction des problématiques des clients. Et c'est l'identifiant publicitaire que vous récoltez en RFID? Alors non, dans la boutique, on n'a pas d'identifiant publicitaire. Donc dans la boutique, pour faire le lien avec le mobile, c'est des radiofréquences. Et après, lorsque l'on fait le lien avec l'éditeur, on récupère l'ID pub et on fait effectivement le matching entre un identifiant récupéré dans le magasin et l'ID pub. Et en fonction des technos et du type de recyclage, c'est des radiofréquences différentes, des méthodes de collecte qui peuvent être différentes. Et donc, d'un magasin à l'autre, vous êtes capable de reconnaître la même personne? Alors, la CNIL nous demande de travailler en silo, à la différence de ce que font beaucoup de SDK transversaux, etc. Et c'est très important pour la préservation du parcours anonyme. Alors, on travaille par silo, donc ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que dans un centre commercial, on n'est pas à l'intérieur du centre commercial, qui est un espace privé. Donc là, si les boutiques sont équipées, les enseignes sont d'accord, parce que moi j'ai été longtemps chez Yahoo, et je me suis toujours refusé, mais maintenant beaucoup de gens le font, de vendre le mot-clé Peugeot à Renault ou vice-versa. Aujourd'hui, Google le fait. Voilà, c'est une pratique qui est faite par beaucoup de gens. Nous, on s'est toujours refusé. Et je pense qu'il y a moi, il y a deux dimensions. Il y a une dimension éthique, qui est à partir du moment où les équipes marketing commerciales ont fait beaucoup d'efforts pour faire venir dans un magasin sympa pour que d'autres puissent les recycler. Donc ça, c'est une première chose. Ça, c'est le côté éthique. Et puis le côté juridique, sur lequel la CNIL est assez stricte, c'est que si elle a refusé la pseudo-anonymisation à deux pots, c'est justement pour éviter ces problématiques de parcours anonyme qui puissent être transversales sur plusieurs villes, plusieurs magasins, etc. et qui, in fine, permettent de suivre la vie de beaucoup de monde. En fait, ce qui est très difficile lorsque l'on touche au comportement physique, c'est qu'il y a tout de suite énormément de données. C'est de la donnée qui est beaucoup plus difficile à traiter qu'un cookie web, parce que le cookie web, c'est très stable, voilà. Alors que de la donnée physique, c'est très disparate. Les équipes passent beaucoup de temps à ce qu'on appelle le filtrage, c'est-à-dire à vraiment bien identifier l'information pertinente pour les opérations. Qui possède les données pour récupérer vos clients? Comment il s'assure que le roi Merlin ne va pas avoir accès aux informations d'Eco-Dépôt? Alors, pareil, nous on est très strict là-dessus. Nous on est hébergés chez Ecritel. On a un hébergeur qui est un des meilleurs hébergeurs. Voilà. Et puis après, c'est la confiance et les contrats
qu'on a, mais ça se traite juridiquement, et puis après il y a la confiance dans les équipes. Question sur la législation de toujours. Quelqu'un qui rentre dans un magasin, est-ce qu'il sait à un moment donné qu'il est suivi? Ou est-ce que... Alors, ce que l'on fait, c'est qu'on affiche sur la porte du magasin une information. Alors, on a des espèces de gros autocollants que je revendique le plus visible possible. En fait, notre vision depuis le départ, c'est d'avoir des choses un peu comme on accepte American Express, c'est cette vision d'autocollant que j'ai, en disant ben voilà, à l'intérieur il y a du retency inside. En jouant le fait que si c'est effectivement du retency inside, c'est que c'est fait correctement et qu'on suit la législation de manière correcte. Donc on avertit le client à l'entrée du magasin. Et c'est d'ailleurs aussi un des points sur lequel on a travaillé avec la CNIL sur la voie publique. Et là, on est sur d'autres principes d'anonymisation, mais où il y a aussi une information au public qui est nécessaire. Très souvent, les gros magasins sont déjà équipés en fait, d'un système de fréquentation, de caméras 3D, par exemple, qui existe, de détection. Comment vous faites pour vous plugger en fait, sur ces solutions logicielles existantes déjà? Parce que vraiment, si on doit redéployer un système d'information de ce type-là, c'est extrêmement onéreux dans le parc magasin. Donc il y a déjà des acteurs qui sont très influents en fait, sur ce domaine-là et qui font des analyses et qui revendent d'ailleurs. Comment vous interfacez avec eux? Est-ce qu'il y a des interactions? Alors en fait, ce qui existe aujourd'hui, le plus communément, c'est les infrarouges ou les caméras aux entrées. Alors on passe au moment où il y a même plus loin avec des caméras 3D qui sont capables d'analyser en fait, le type de client qui rentre, détecter un niveau en plus d'une taille de personne. Si c'est une taille qui est en dessous d'un féminin, on le considère comme une personne. Capable d'analyser aussi un groupe de personnes qui rentrent dans un magasin pour considérer que c'est un seul et même consommateur. Il y a déjà des systèmes qui vont assez loin sur ce Absolument, mais on système-là. ne dit pas qu'on est tout à fait Est-ce que vous nouveau interconnectez avec ce système-là ou pas? Alors, aujourd'hui, ce qu'on nous demande, nous, ce qu'on donne en plus par rapport à ces systèmes-là, c'est le donné de repeat, qui ne sont pas donnés par les caméras, parce qu'aujourd'hui, sauf quand vous avez la photo du terroriste, vous pouvez le retrouver dans une foule, mais on n'a pas encore d'algorithme de traitement de l'image qui permettent d'effectuer du repeat. On peut faire homme-femme, etc. On a commencé à plugger sur notre petite carte électronique des caméras parce qu'on suit les plaques d'immatriculation. Mais effectivement, nous on est parti au départ sur des systèmes de captage des radiofréquences, de caméras, de choses comme ça, avec un objectif qui était de dire on veut effectivement la couverture maximum, mais aussi donner en plus simplement du flux des informations de repeat, puisque c'est des informations sur lesquelles, avec ma casquette digitale, ça avait été fondamental pour savoir si les gens viennent 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine en moyenne, plutôt, voilà. Donc on s'est attaché aujourd'hui à développer ce type de solution. Alors maintenant, effectivement, ce qu'on fait, c'est qu'on peut envoyer le flux d'informations sur un dashboard déjà existant. Donc on complète un système d'information. Et après, effectivement, si vous voulez compléter l'information, il faut déployer la solution proposée. Et de ce que je comprends du marché, on n'est pas très cher et simple d'installation. C'est à discuter. Voilà. Merci. Isabelle, merci. Merci beaucoup. Donc, je peux demander à ceux qui sont au fond, si vous voulez vous rapprocher, on a un peu de place devant. Et je vais tout de suite introduire donc, Nicolas Marguel, qui va vous expliquer comment imaginer une solution futuriste pertinente. Merci. Bien, bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Je vais vous parler de design fiction. Design fiction, c'est une pratique qui est assez récente en fait. Même s'il y a des racines théoriques dans le design spéculatif qui sont essentielles. Ça fait quelques années, ça fait 4-5 ans qu'on commence à en parler. C'est une manière de maqueter le futur pour en discuter. Donc c'est pas vraiment une manière d'être créatif, même s'il y a des outils derrière, sur la base des imaginaires, je vais partager ça. Mais c'est surtout un objet de débat par rapport à demain. Ils à maqueter quelque chose, à faire croire que ça peut arriver, et donc mettre ça sur la table et se dire dans une organisation, est-ce que c'est quelque chose que je veux ou pas. Vous trouverez tout ça dans un bouquin qu'on a écrit là-dessus, qui est sorti l'année dernière, qui est coécrit avec le patron de l'ULIS du groupe SAG, Olivier Watley, qui est un anthropologue. Et ce qui était à l'origine un peu de cette réflexion, c'était 2 choses qui nous ont frappé depuis 2016. La première, c'était cette personne, je ne sais pas si vous connaissez Larry Fink, c'est le CEO de BlackRock.
pas un fonds d'investissement très amical, qui n'est pas connu pour être très friendly, plutôt strict, qui est en fait un peu grande gueule, on va dire. Il a écrit aux 500 plus gros PDG, les plus grosses boîtes, en disant bon, vous n'êtes pas très intelligent, vous continuez à piloter votre boîte sur du profit trimestriel, votre job c'est de réfléchir à 5-10 ans et vous ne le faites pas. En parallèle, il a mené une étude qui montrait que 10% des managers seulement se posent la question de demain. Tout le monde, dans nos milieux un peu innovants, tout le monde parle de l'intelligence artificielle, de voitures autonomes, mais réellement, quand on regarde les grosses entreprises, le temps qu'on y passe, c'est moins de 10% du temps. Et la deuxième chose qui nous a frappé à la même période, c'est le Future of Education de Samsung et de Microsoft. Je ne sais pas si vous avez suivi, ils ont sorti exactement la même vidéo, sans savoir. À 2 semaines d'intervalle, ils ont sorti leur vision du futur de l'éducation. Dans les 2 vidéos, on voit des gosses de nationalités différentes qui échangent dans la salle au travers d'un super écran tactile. Et j'ai trouvé ça assez affligeant en me disant que finalement, c'était des entreprises qui étaient tellement bloquées sur leur roadmap techno qu'elles pouvaient juste projeter un Skype transparent au fond d'une salle. Et qu'il était évident pour l'éducation de nos enfants qu'il fallait parler à des Indiens. Moi, mon Skype ne marche jamais. On ne croit pas que dans le temps, il y aura ça dans toutes les écoles de la planète. Donc c'est un sujet de débat pour moi où je me suis dit quand même on peut peut-être essayer d'interpréter ça différemment, notamment en sortant des roadmaps techno qui sont parfois un peu contraignants. Donc on a regardé ce qui se faisait. Ça c'est une étude qui a été faite par l'Europe sur la manière dont les entreprises appréhendent le futur. On appelle ça le diamant du futur. Il y a 4 manières d'appréhender en cours. Je fais appel à des experts, je travaille et je teste à droite l'interaction. Je le fais de manière analytique, la revue de littérature par exemple, où j'essaie d'être créatif. Et en fait, la méthode des scénarios, qui est une des rares méthodes un peu créatives d'analyse des futurs, est la 3e utilisée, ce qui est une bonne chose, mais elle a aussi ses limites. Je vais vous en parler juste après. Sinon, on se retrouve dans des panels d'experts, dans la revue de littérature. La première méthode d'analyse du futur, c'est la revue de littérature. Donc, je regarde ce qui a été produit depuis 5 ans pour essayer de comprendre à quoi ressemblera demain dans 10 ans. C'est un peu compliqué de s'extraire du moule là et d'être un peu innovant. Donc la méthode des scénarios, une méthode qui est très intéressante, qui est inventée par le patron de la stratégie de Shell juste avant la crise du pétrole. Il a poussé ça en interne. C'est assez simple, je prends des facteurs clés de mon environnement, je définis mon terrain de jeu, je prends des facteurs clés et puis je les pousse. Puis je me dis le prix du pétrole, quelle est la probabilité que dans 5 ans, il a augmenté de 10% ou baissé de 10%. C'est simple, je fais des cônes d'incertitude, on dit. Ça définit le terrain de jeu. On a des très jolis slides comme ça qui ressemblent à ça. On va définir des niveaux d'incertitude, on va définir des impacts potentiels, et puis on va dire attention là-haut, wildcard, hein, je ne sais pas trop ce qui se passe. Puis on va le mettre sur une slide avec un consultant qui est pour le faire. C'est ma slide, hein. Je me sens très légitime à la shooter, c'est moi qui fais ça il y a 5 ans. Et le problème, c'est qu'on n'en fait rien. C'est un bec de PowerPoint qui reste sur le bureau de quelqu'un, et puis on a fait une jolie slide et ça s'arrête là. Ça ne fait pas pivoter une boîte, ça ne fait pas vraiment de discussion. C'est très difficile de prendre un impact, de dire concrètement demain matin, si j'ai un robot chez moi, qu'est-ce qui se passe? C'est très très dur de vivre ça. Alors, il y a juste un élément qui est intéressant et que je voulais vous partager. Je vous encourage à lire ce bouquin qui est en anglais, qui s'appelle Super Forecaster, qui va dire exactement l'inverse de ce que je viens de dire. La communauté du renseignement américain, après 9/11, s'est un peu posé des questions, ce sont des gens plutôt intelligents, ils se sont dit comment on a pu être aussi nul. Donc ils ont fait quelque chose comme ils le font à l'américaine, ils sont allés voir la DARPA, ils ont mis un gros ticket sur la table, ils ont développé une place de marché prédictive, donc les Prediction Marketplace, ils appellent ça. Vous y allez en ligne, hein, ça s'appelle le Good Judgment Project, je vous encourage à aller jouer là-dessus. On vous pose des questions, on vous dit quelle est la probabilité que d'ici le 21 mai 2017, Kim Il-sung lance un missile nucléaire dans le Pacifique. Ce sont des vraies questions, c'est ce type de questions que vous posez. Les gens se mettent en compétition et répondent. Et puis après on vérifie qui avait raison ou pas. Et il y a 2 prix Nobel qui jouent sur ce truc-là, avec des. Maintenant ils ont compris comment ça marchait. Il y a des gens qui sont des super forecasters. Il y a des gens qui sont capables, de manière quasi absolue, à 2 ans, de vous donner l'évolution d'une variable, d'une donnée. Pas de l'environnement, mais d'une donnée. On peut prendre une donnée et vous dire, ah, ça, dans 2 ans, pas 5 ans, à 5 ans c'est comme jeter un truc en l'air, mais à 2-3 ans, on a des taux de succès sur 10% de la population qui sont extrêmement élevés. Donc on pourrait imaginer prédire demain totalement avec une masse de ces gens-là, c'est un peu compliqué. Allez-y, moi j'étais nul au début, ils donnent des cours, il y a un cours de probabilité, il y a des vidéos, on vous entraîne sur les fondamentaux de devenir un bon forecaster. Donc en gros, il y a quelques fondamentaux, il faut comprendre les probas un tout petit peu, sinon ça ne sert à rien. Bon, très bien. Il faut être analytique de l'information, ce sont des gens qui bouffent de la donnée, qui bouffent de l'information, qui passent leur temps à se remettre en cause. Donc ils appellent ça le forever beta. Ce sont des gens très humbles qui se disent, jusque-là, je pensais qu'il y avait 10% de chance que le missile parte, je pense que c'est 9. Moi quand je jouais, en gros, je me disais entre 40 et 60%. Il y en a qui s'arrachent, vous regardez sur les forums, qui sont là à 43,12 et qui s'engueulent en disant non, c'est 43,14. C'est assez étonnant. Allez vraiment jouer, c'est assez étonnant. Alors, n'utilisez pas votre email, hein, c'est la DARPA, c'est l'NSA.
et sont des gens qui sont plutôt brillants. Donc on a une petite communauté de personnes comme ça qui est capable de faire ça, mais de prédire pardon, des éléments, des petits bouts de l'environnement. On pourrait imaginer qu'ils le poussent. Mais ça pose quand même la question de la génération du scénario. Une fois que j'ai pris toutes mes données, je les ai poussées dans 2 ans, et pas dans 10 ans, mais dans 2, 5, peut-être 10 ans, peut-être y arriver, je ne suis pas sûr. Je fais des scénarios. Et le problème du scénario, c'est la même chose, c'est que ça se retrouve sur une slide, plus ou moins bien dessinée, plus ou moins bien illustrée. Maintenant, il y a des fonds de la BD, c'est très bien, parce que ça ne suffit pas. Et ça, c'est un scénario qui a été fait après la fin de l'apartheid en Afrique du Sud par cette personne de Sheikh, donc l'inventeur de la méthode des scénarios, qui est tombé amoureux d'une Sud-Africaine qui avait habité là-bas et qui s'est dit c'est bon quand même, ce pays est en moment critique, je vais peut-être les aider. Donc ça s'appelle les scénarios d'Inoken, du lieu de la ville où il a réussi à mettre autour de la table des noirs et des blancs, dont certains étaient des tortionnaires de l'autre, ils étaient torturés, il les a mis ensemble autour de la table et il leur a dit faisons des scénarios pour demain. Ils sont sortis de là en disant bah, finalement il y a un XY, il y a une axionomie, l'État est efficient ou l'est pas, et puis les citoyens sont engagés ou ne le sont pas. Et donc ils ont appelé ça en fait un vol-doigt, parce qu'après ils l'ont défini en forme de vol-doigt. C'est quelque chose qu'on retrouve dans l'argumentaire politique actuel en Afrique du Sud. Le problème c'est qu'est-ce qu'on fait? C'est super, hein, si la société civile est engagée et que l'État est efficient, tout va bien. C'est une option, je peux mettre un chiffre dessus, hein. Je peux dire qu'il y a une proba autour du fait que demain, la société civile et ça seront efficients et donc tout le monde marchera ensemble. C'est bien, encore une fois, qu'est-ce que j'en fais? Et surtout à rebours, comment je fais maintenant pour y arriver à cet état de demain? Parce qu'évidemment, tout cette route n'a qu'un seul objectif, c'est demain ressemble à ça. Maintenant, aujourd'hui, comment je fais pour m'y préparer? Parce que j'ai pas envie demain de louper le coche. Et c'est là où, malheureusement, le bas blesse. Alors, arrive le design fiction, il y a quelques fondamentaux. Il y a 2 règles de design fiction, c'est les imaginaires et je maquette. Donc, je vais chercher de l'inspiration dans les imaginaires. Il faut avoir une vraie culture des imaginaires, je vais revenir là-dessus. Ce qui implique de pouvoir se libérer du passé. J'en ai ras la tête, moi, des futurs à la Minority Report. Depuis que le film est sorti, tous les designers de la planète pensent que le futur est transparent. Ça m'enchaîne, et ils n'arrivent pas à en sortir. Et donc le code du futur, c'est transparent. C'est inutile, c'est con, je vois ma main, mais c'est bien. C'est transparent, c'est futuriste. Et c'est un vrai sujet, ça, d'apprendre à se libérer du futur et de sortir de ce truc-là. Et une autre manière, alors ça m'énerve aussi, donc ça c'est... Alors, un autre truc, c'est absolument sortir des représentations communication. Donc ça, c'est Corning qui tous les ans nous sort une super vidéo que vous avez certainement vue. Et qui dit A Day Made of Glass. Donc je vous raconte, Corning produit le verre de l'iPhone. C'est le verre en verre. Et ça me rend hystérique parce que moi le matin quand je me réveille, je tombe du lit, je jette mon réveil, ensuite je cours à 4 pattes pour aller chercher ma fille de 3 ans qui est déjà en train de foutre le bordel dans l'appart. Elle a renversé son lait, je suis obligé de mettre du cornflakes. La vision du futur, c'est évidemment, je me réveille tout de suite, je regarde les news. Sur un écran LCD, je sais pas quoi, truc machin. Quand je me brosse, évidemment, les dents, le premier truc que je fais, c'est que je réponds un mail. Moi, mon miroir chez moi, je postillonnais, je sais pas, mais il est dégueulasse. Ça, c'est une vision du futur qui marche pas. Et il y a quelqu'un qui s'appelle Geneviève Bell, chez IBM, qui est l'anthropologue en chef d'IBM, qui a écrit un très bel article qui s'appelle L'existence est futile, c'est pas la peine d'essayer de se battre. Toutes les projections de ce type-là, comme dans la SF, sont mauvaises parce qu'il n'y a pas d'altérité. Il y a rien qui part en sucette. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un a hacké l'écran de ce type-là quand il se réveille le matin et qui a dépassé 2 heures son réveil? C'est rien, autre chose. Là, vous allez voir, tout est propre. Votre table d'induction est propre, bon, évidemment, elle est couleur. Vous allez voir que les enfants vont descendre tout habillés, moi j'en rêve. Voilà. Leurs chaussures sont propres, tout est propre, c'est nickel. Voilà. Ça, c'est la vie de demain. Bon, vous m'avez compris, ça m'énerve. On va arrêter là parce que ça dure 5 minutes en plus. Donc, et le problème, c'est que c'est très dur de se poser la question du futur quand on fait ça, parce qu'on ne regarde pas Skype, franchement, ça marche 1 fois sur 2, peut-être 2 fois sur 3 maintenant, 3 fois sur 4, il y a des fois où ça ne marche pas. Donc je vous encourage à lire l'article de cette dame qui est assez étonnant sur ça, et qui dit le vrai problème de ces projections-là, c'est qu'il faut se poser la question des altérités, des problématiques d'usage, pour vraiment pouvoir innover. Sinon tout est clean, tout est beau, tout marche. C'est évidemment pas la réalité. Alors, ça c'est le film. Il va le regarder, et regardez bien ce qui se passe avec le paquet de cornflakes. Donc vous allez voir, il va vouloir prendre des cornflakes. J'ai regardé 5 fois le film pour choper ce moment, mais regardez le paquet de cornflakes, vous allez voir les gizmos là, qui vont commencer à se balader dès qu'ils va le soulever. C'est une technique que j'ai déjà testé dans les cas. Et pour une fois ça marche pas, je suis tellement content que ça marche pas, et donc ça l'énerve, parce que moi j'aimerais pas avoir des clowns qui hurlent à côté de moi.
Comment je suis en train de bosser, ça l'énerve, ça l'énerve. Donc il a une réaction d'humain, il le balance, ça le fait chier. Ça c'est une réaction d'humain, ça c'est une réaction liée au futur. Et là si vous me dites demain il y a un robot chez moi, mais que le type me court après en disant Nicolas, parce qu'il n'est pas réglé et qu'au bout de 5 minutes j'ai envie de le casser, là on peut commencer à discuter vraiment de ce que c'est, de le futur, et quelles sont les interactions et les usages autour. C'est pas un truc très propre, tout clean qui marche bien. Ce qui m'amène. Ah, zut. Bon, je vais y arriver. Voilà. Alors, le design fiction, donc le premier élément, c'est en regardant les imaginaires. Il y a un postulat très simple. Tous les imaginaires qui ont été produits sont des œuvres de conception. Quand un type fait un film, quand un type écrit un bouquin, il a une posture de designer et crée quelque chose, donc il faut que ça soit plausible. Si c'est pas du tout plausible, si on n'y croit pas, ça va beaucoup trop loin, les gens ont du mal à adhérer. Hulk est vert, c'est normal, vous regardez un film, vous ne vous posez pas la question de pourquoi il est vert. Parce qu'on va vous raconter une histoire de rayon gamma. C'est un bullshit, mais c'est pas grave. Vous y croyez, vous êtes engagé dans le truc. Donc ça, c'est un sujet, c'est-à-dire que quelqu'un réfléchit. Pour la petite histoire, ils ont embauché un prix Nobel, un chimiste, qui travaillait sur ces sujets-là pour dire c'est complètement con, mais on peut y croire. Le type a été payé pour dire c'est complètement con, ça n'arrivera jamais. Et c'est pas très grave, je pense que le meilleur truc, c'est les rayons gamma, la chlorophylle, parce que Hulk est vert. C'est bien. Non, c'est vrai ce que je veux dire. Donc il y a un vrai sujet de conception autour de ça. Donc on va aller chercher des idées là-dedans. Parce que peut-être qu'en 88, il y a quelqu'un qui a une idée, et que je peux moi la réutiliser derrière. Ensuite, on ne fait pas des scénarios, on fait des fictions. On produit des vraies fictions, des maquettes. On fait ça. Je vous la montre pas parce qu'elle m'énerve. Vous vous souvenez de cette scène avec les gants là vous la voyez tous. Il y a des liens très forts entre la réalité et la fiction. C'est une boucle qui se nourrit tout le temps. Ça va impacter les designers. La réalité, c'est qu'en fait, JSpeak, je vous encourage à aller voir, avait développé 1 an avant pour la gestion du trafic à Los Angeles exactement le même système de gants. En gros, un type pouvait juste pointer du doigt une caméra, la ramener sur l'écran principal et en étirant, se plonger ou gérer la caméra. La réalité, c'est qu'ils ont trouvé ça sexy, ils l'ont mis dans le film. Si vous le faites, au bout de 5 minutes, vous avez mal aux épaules. On n'est pas fait pour faire les couillons comme ça toute la journée. Ça ne marche pas. Donc, il y a une question d'usage là-dedans. Là, on ne le voit pas. Et c'est quand on lit le script du film qu'on sait que Tom Cruise faisait des arrêts toutes les 5 minutes. Parce que c'est juste épuisant de faire le couillon, les bras levés toute la journée. Mais malheureusement, ce truc-là a impacté la réalité avec cette notion de transparence, etc. Ça, c'est à dire, c'est gratuit sur Kindle. Microsoft fait un exercice qui est assez étonnant tous les 4 ans. Ils prennent des auteurs de science-fiction, ils leur donnent accès à leur centre de recherche avancé. Et ils pairent un auteur de science-fiction avec un sujet, l'intelligence artificielle, la traduction, ce que vous voulez. Ils font un recueil de nouvelles qui sont une fiction de demain. On vous immerge sur la base des technos actuelles à quoi pourra ressembler demain. Et il y a une nouvelle très intéressante où le spécialiste de la traduction de chez IBM dans le futur n'arrive pas à faire marcher sa machine, qui lui répond des trucs très très bêtes. Au bout de à la fin de la nouvelle, il se rend compte qu'en fait, il avait le micro branché dans son ordinateur chez lui pendant qu'il codait, qu'il a un perroquet, et qu'en fait la machine lui traduisait le perroquet. Et là où le truc a l'air complètement con, c'est qu'après, quand c'est revenu chez Microsoft, ils se sont dit mais on s'emmerde à traduire le français du chinois, est-ce que je pourrais pas prendre le dauphin? Ce qui est un vrai sujet pour eux. Et juste avec ce type de spéculation sur le futur, dans quelle mesure je peux faire atterrir quelque chose chez moi maintenant pour parler du passé. Alors ça va très très loin, je ne vais pas faire le geek, mais vous connaissez le communicateur de Star Trek. Vous vous souvenez, il a un clapet, et puis il parle dedans, et tout de suite Spock lui répond. Si on se pose 2 questions là-dessus et qu'on est un peu critique, il soulève, ça capte partout. Ah, comment je fais pour que ça marche? Il n'y a pas de numéro, il le reconnaît, il parle dans toutes les langues. Tout ça en termes de design et d'usage, ça pose énormément de questions sur l'interaction même. Au point où le premier inventeur du téléphone portable chez Motorola admet qu'il était influencé par Star Trek et que c'était le rêve de gosse de développer ça. Il voulait faire ça. L'équipe design de Motorola a recréé ce truc-là. Et évidemment, c'est pour ça que le Star Trek s'appelle Star Trek. Moi, j'ai un Star Trek. Parce qu'il y a une filiation très très forte entre des gens qui étaient fans de Star Trek et qui se sont dit on va refaire un truc à clapet. À l'époque, il n'y avait pas de clapet sur la téléphonie. Et ils ont sorti ce truc-là. Et ils sont allés plus loin après, puisqu'évidemment, ils ont même sorti un avec le logo de l'entreprise. Juste une dernière filiation, parce que ça a de la fiction à la réalité et de la réalité à la fiction. Werner von Braun a été consultant sur le film de Fritz Lang, Woman on the Moon. Et le countdown de la NASA 19.8 est un hommage au countdown qui arrive pour la première fois en 1918 dans le film de Fritz Lang. Donc il y a des filiations très très fortes qu'il faut les chercher comme ça quand on se pose la question du futur. La navigation en 8 a été inventée par l'ingénieur sous-traitant sur ce film-là qui a dit on ne sait pas comment ça marche, mais on peut imaginer, faire l'hypothèse qu'avec l'attraction terrestre, on pourrait en projeter quelqu'un sur la Lune et le ramener. Et la NASA s'est inspirée de ce truc-là. Elle a regardé le film une dizaine de fois pour se dire et si on faisait ça pour aller sur la Lune? Au point, il y a un département de la NASA qui est spécialisé, ils ont codé 3000 films de science-fiction sur tous les éléments du voyage dans l'espace. La couleur, est-ce que les gens s'en vont en l'air, est-ce qu'ils fument, qu'est-ce qu'ils mangent, est-ce qu'ils ont des baguettes ou des fourchettes. Et avant d'avoir une quelconque hypothèse sur un voyage,
Ils vont dans leur base de données, ils se disent, ils mangent, quels sont les éléments dans les œuvres de fiction, comment est-ce que les gens mangent. Une fois qu'ils ont ça, ils le testent tout de suite, avant de rentrer dans une grosse démarche d'innovation ou de mettre de l'argent sur la chose. Ça va? Je sais pas si j'ai pas dû ça. J'ai 10 minutes, ouais, ça va? 5 minutes? Ah oui, bon, ça. Bon, en 2 mots. Pour tester ça, parce que c'était bien joli tout ça, je me suis posé avec mes camarades de jeu, on s'est dit, est-ce que je peux tester ce truc-là? On s'est demandé qu'est-ce qu'il y avait dans les œuvres de fiction et les imaginaires qui revenaient, tant dans les BD, la manga que le jeu vidéo et dans les films. Et pour le tester dans la vraie vie, en se disant est-ce qu'on peut trouver des trucs des années 70 qui arrivent maintenant, parce qu'on peut faire des filiations, prouver cette hypothèse-là. Et puis on s'est dit, ah bah oui, les exosquelettes, c'est un truc qui est récurrent dans tous les films de science-fiction, il y a un super mec avec une super armure. Et donc on s'est dit, bah faisons-le. Donc on a pris 300 films, bande dessinée, jeux vidéo. On a mis 20 critères, on a passé des heures à regarder, on a fait venir des geeks, on allait dans des heures dans des librairies de manga, demander à des gens, j'ai acheté des tonnes de mangas, je ne dirai jamais, mais une page où un type me disait là, tu comprends, son armure s'ouvre pas donc il meurt. Son armure s'ouvre pas donc il meurt. On cherchait pourquoi elle s'ouvre pas, je vais vous montrer des exemples. Donc on l'a fait, on a regardé plein de choses, donc ça c'est un jeu vidéo que certains d'entre vous connaissent, donc là il y a un affichage dit tête haute, très bien, super. Là il y a une reconnaissance des ennemis, très bien, ça paraît évident. Ça c'est une très belle BD, enfin, BD pas folle, mais en termes d'interaction sur les armures c'est excellent. Les auteurs de Bloc 109, où le type a une super armure, il pense qu'il est très fort, et puis lui il lui dit bah non c'est tout con, tu vas mourir tout de suite, et il lui explique pourquoi en termes militaires il va mourir. Donc on a tout noté à chaque fois, on a pris des photos, on a scanné, on a noté. On allait voir il y a des gens qui font des travaux de fou, donc il fait des œuvres de fiction, il est ukrainien, et il développe des drones de combat, c'est un peu étrange, mais il fait des choses absolument un peu étonnantes. On a regardé des films dans Pacific Rim, si vous regardez, en fait ils sont deux à piloter parce que la charge cognitive est trop importante. On s'est dit tiens, est-ce que la charge cognitive d'une armure de combat est importante? Comment est-ce que je peux le tester et le valider? Est-ce que je peux demander ça à quelqu'un? Lui, vous vous souvenez de la première fois où il saute, comme un con il passe son interface en japonais, parce que c'est toute la guerre, toute la planète contre les méchants, et donc l'interface est multilangue, et lui il arrive, c'est pas utilisé, il passe en japonais, l'armure se bloque et il crève tout de suite. Donc évidemment il y a un sujet d'interaction dans les armures, on l'apprend. On va très loin, payer Eros qui en fait a des grandes oreilles mais uniquement pour lui permettre de voir derrière les angles, derrière les murs. On est allé voir des cosplayers, on leur a demandé comment ils construisaient ça, parce que ça a l'air de rien mais ses pieds sont là en fait. Donc pour le déplacer le machin, il faut réfléchir à la mécanique du truc. On a mis ça au mur, on a réfléchi, et puis je suis allé voir Safran, le département de recherche avancée avec ça sous le bras, en leur disant on aimerait vous présenter ce que la fiction dit sur les exosquelettes. Puis ils m'ont ouvert une porte, ils avaient enlevé mon téléphone et tout, puis je me suis retrouvé face à l'exosquelette français de combat qui est testé. J'ai vu des légionnaires courir en exosquelette de combat, donc il est là, il est la seule armée au monde avec le félin, alors le félin avancé et un exosquelette qui est là. Et je leur ai montré toutes ces situations, et je leur ai dit manifestement il y a un problème d'accès aux armes, manifestement il y a un problème d'assistance cognitive, de monitoring, de symbiose avec l'armure, de mobilité, de flexibilité. Je leur ai donné tous ces critères-là, je leur ai montré à chaque fois la fiction, et ils m'ont dit bah oui c'est super simple, vous voyez Eros ses oreilles, nous c'est pas une oreille, regarde en fait ça c'est une optique avec une caméra, il a un iPad, il scratch et il peut tirer derrière le mur. C'est le type qui se balade dans la rue en bas, si vous regardez bien comment il est habillé, l'armée française est la seule au monde à avoir ça, et en activité depuis 2008 en Afghanistan. Donc tout ce qu'on avait dans la fiction, et des trucs qui dataient de 1960, étaient maintenant actuellement développés pour l'armée française. Ce qui est un beau sujet en se disant mais si je peux capter les imaginaires de maintenant et les projeter demain, est-ce que je peux faire quelque chose de ça? Alors ce qui m'amène juste ça là pour rire, c'est la lunette de jumelle de vision nocturne, à un moment donné je l'ai mise et puis il y avait une interface qui m'étonnait un peu en haut, je me dis tiens j'ai déjà vu ça. Ils étaient tellement fans, c'était un type d'ingénieur, enfin il y avait 10 ingénieurs entre 28 et 32 ans, ils étaient tout contents, ils montraient le truc, et ils me disent alors tu reconnais? La première fois que je foutais les jumelles de Jim, très bien. Et en fait ils se sont inspirés de Star Wars numéro 2, où Luke Skywalker est sur une planète glacée, vous vous souvenez, il a des jumelles, il voit arriver des pipodes. Et en fait, ils ont dit l'interface elle est parfaite, on va pas se faire chier, on prend la même. Et donc, l'interface de la jumelle J, mais une copie parfaite. Le seul truc, c'est que quand il appuie là, ça fait un point laser GPS au Rafale qui est large du monde. C'est différent, mais il y a un sujet. Donc on fait des lignées d'imaginaire comme ça, et on arrive à dire, bah, sur des sujets tels que l'agriculture robotisée ou les capsules alimentaires, ou ce genre de choses, on a des lignées, on va aller chercher des idées. Et pour conclure, ce qu'on fait derrière, c'est qu'on maquette. Et là, on tire ça notamment de l'activisme HACK, ou du design spéculatif. Je ne sais pas si vous connaissez les Guessmen. Les Guessmen, il faut aller voir, ouais, ceux qui ne connaissent pas. Ils ont publié, eux, ils ont, pour moto, un peu challengé toutes les entreprises un peu trop capitalistes à leur goût, ça me va très bien, et ils le font avec des maquettes. Et donc ils maquettent des trucs qui suscitent du débat. Et donc en pleine guerre d'Irak, ils ont maquetté 200 000 exemplaires du New York Times qu'ils ont distribué à Manhattan en titrant c'est la fin de la guerre en Irak. Alors évidemment, les gens ne pouvaient pas savoir que c'était un faux, ça suscitait un débat.
Tout le monde s'est dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Au fond, Donald Rumsfeld de prendre la parole et dire, il y a un truc qui s'est baladé, c'est pas vrai, on continue la guerre. C'est un sujet un peu délicat quand même de faire ça. Ça, c'est un site que je vous encourage à aller voir, parce que pendant 5 minutes, j'y ai cru. C'est Watson 2016. Si vous avez suivi la campagne aux États-Unis, de temps en temps, sur les tweets ou quand Donald Trump disait un truc pas très intelligent, il y a toujours un mec qui disait vivement que Watson soit président. Watson, l'intelligence artificielle d'IBM. Et donc, c'était le tweet était Watson 2016. Donc, je suis allé voir, et c'est un site qui présente Watson comme candidat à l'élection américaine. Donc, sur le site, vous avez Watson qui fait une conférence de presse, vous avez les fondateurs qui expliquent pourquoi Watson serait le bon président, vous avez les liens vers IBM, tout est extrêmement plausible. Ça a généré du débat. J'ai même écrit pour le bouquin pour avoir cette photo-là. Et en fait, c'est le directeur de campagne qui m'a répondu et qui m'a fait croire encore pendant 2 semaines, même si c'était évident, qu'il y avait bien une campagne Watson, qu'effectivement on était en plein fundraising et que le truc allait aller jusqu'au bout. Ça s'appelle Aaron Siegel, c'est un artiste. Mais ça suscite du débat. Ce qui fait qu'en fait, quand on fait du design fiction, on va choisir un background qui va être réaliste. Je prends quelque chose qui va vous faire croire que c'est le futur pour qu'on puisse en débattre. Je vais mettre des détails dedans qui montrent qu'en fait c'est banal et que c'est le futur et que c'est demain. C'est pas un truc super chénique qui marche parfaitement, etc. Et je vais finir en faisant une fiction qui est spécifique à l'audience, qui va me permettre de manipuler entre guillemets une audience. Vous le connaissez? Ce sera ma 2 photos de conclusion. Non? Des étudiants en 2002 qui sont écrits à la Royal College of Art, une des 2 écoles de design en Angleterre, qui ont pour projet de travailler sur la téléphonie et le nomadisme. Et puis ils se disent, et si demain, on était nous-mêmes les téléphones. Bon, très bien. Ils commencent à appeler des chirurgiens en disant comment est-ce qu'on peut capter, comment est-ce qu'avec notre corps on peut devenir un téléphone. Il y avait un mythe urbain à l'époque, je ne sais pas si vous vous en souvenez, qui était quand on avait c'était le début de la téléphonie portable, quand on avait des dents en plomb, on pouvait capter les conversations. Et donc, non, mais il y avait un vrai mythe urbain. On est un peu vieux, les jeunes ne voient pas, mais il y avait un vrai mythe. De temps en temps, il y avait toujours un type qui vous dit, mais si, c'est vrai, c'est du plomb, ça capte. D'accord? La réalité, c'est que c'est une cage de Faraday, la bouche avec l'humidité, ça marche pas, mais c'est pas grave, il y avait ce tissu qui se baladait. Et donc, ils ont fait ça. Donc, ils ont fait un gros, c'est pas la 3D, ils l'ont fait en vrai, en plastique. Ils ont fait ce qui était assez nouveau à l'époque, un crowdfunding sur leur site, en un self-start en disant on cherche 1 million d'euros pour lancer ça. Et puis, ils ont envoyé ça à toute la presse un peu partout dans le monde. Ils ont reçu des menaces de mort, les transhumanistes ont adoré. Le patron de la plus grosse chaîne URSS, ex-URSS, de dentisterie a dit je veux l'exclusivité, je vous fais tous mes patients, tout de suite, venez chez moi. Ils ont fait la couve du New York Times en 2002 comme l'invention la plus cool. Tout est faux. Hein. Et à date, ils ont toujours pas dit que c'était faux ce truc-là. C'est évidemment faux. Ils ont fait la couve du New York Times comme étant l'invention la plus cool. Je ne sais pas si vous avez compris. Ça a suscité un débat gigantesque. Ils ont reçu des centaines de commentaires, des gens qui disaient en tant que médecin ça me choque, mais s'il faut le faire, voilà comment on le ferait. Et non mais c'est un vrai sujet de débat en fait. À partir de là on se dit mais concrètement, ce futur, s'il est là demain, aujourd'hui, qu'est-ce que j'en fais et qu'est-ce que je peux tirer de ça? Dernier exemple, et je vais vous présenter celui-là, et je t'aime, donc ça c'est les camarades de jeu et moi. Pour le salon de l'agriculture, on accompagne des chambres d'agriculture et ils ont un peu de mal à pivoter en ce moment, elles se rapprochent et c'est un peu compliqué. Et on a du mal à leur expliquer qu'il y a des choses qui changent, et que dans le vin, avec un demi-degré de réchauffement, en fait, les pieds qui sont dans le bord de l'air ne vont pas survivre, c'est aussi con que ça. Il fera trop chaud, donc il faudra avoir des pieds espagnols, donc peut-être s'y préparer, il y a beaucoup de choses comme ça. Et donc en fait, on a fait ça à Newsnow, on a imprimé 3000 exemplaires d'infos 20 minutes, entre guillemets, dans lequel on présente demain. Donc on présente un tracteur autonome, le premier tracteur autonome qui vient de terminer sa boucle européenne. Donc un agriculteur ne loue qu'à l'heure le tracteur vient chez vous. Et on a fait ça de manière très réaliste. On a distribué ça au sein de l'agriculture et dans nos chambres. On a mis avril 2040, ce qu'on n'aurait pas dû, parce que finalement, au bout d'un moment, ils reviennent dessus, ils disent ah bah oui, c'est avril 2040. Donc je pense que pour un peu manipuler, susciter plus de débats, il faut laisser plus de doutes un peu plus longtemps. Et puis on a donné ça. Voilà, il y a 30 sujets là-dedans, l'agriculture urbaine, la blockchain, la certification, qu'on a essayé de pousser, de scénariser pour demain, pour faire du débat. J'espère que j'ai pas explosé le... Excuse-moi. Voilà, merci. 2 minutes pour des questions. Ça fait longtemps que les écrans, enfin, ce qu'on a vu dans la vidéo, tout le miroir connecté, le frigo connecté, etc., avec une grosse interaction est annoncée par Samsung ou par d'autres. Oui. Pourquoi, enfin, est-ce que c'est prévu un jour? Est-ce que ça sera accessible? Tout le monde le fait, après le sujet c'est comment est-ce que je l'intègre, qu'est-ce que ça fait dans la vie. Moi ce qui m'embête là-dedans c'est qu'on montre un écran super clean. Franchement chez vous il y a des câbles qui pendent partout derrière, la PlayStation est là, la télécommande vous allez chercher sur le canapé. La réalité elle n'est pas aussi clean que ça. Donc moi la techno je m'en fiche un peu, c'est juste quand je vois l'enquiste dans un usage, dans la vie de quelqu'un, je les aimerais tous les jours,
Qu'est-ce qui se passe? Quand le mec il la déballe, il l'arrête ou pas? C'est ça mon sujet. On dit demain la télé ça sera un film. D'accord, mais on doit être 3 parce que s'il fait 1 mètre par 2, on est 4 pour le mettre au mur. Enfin, c'est l'usage derrière qui m'embête. On vous montre un monde super shiny. Là, il n'y a pas un film. Il n'y a pas un câble qui traîne, ça a dû leur coûter. Je ne sais pas combien de plaquistes sont passés juste pour intégrer le truc et bien pas. Enfin, je suis un peu cru. C'est un gros sujet, je trouve, du design fiction, qui est de projeter des technologies dans le futur et d'en tirer des usages, des altérités. Qu'est-ce qui leur manque à ces équipes justement chez IBM, qui projettent des écrans transparents? Le problème, c'est que c'est de la com. C'est de la com, fondamentalement, c'est de la com. Donc on vous dit, IBM, on est capable de vous offrir ça demain matin. Mais là, c'est évidemment pas le cas. Ils sont tous, on a tous des PC déroulés, il y a des virus partout, sur la clé. Non mais vraiment, donc, et il y a peu finalement de personnes qui admettent ce truc-là en entreprise quand ils poussent aussi loin. Qui disent demain matin, qu'est-ce que je peux mal faire? Parce que ça sous-entend aussi se dire, qu'est-ce que je peux louper? Comment est-ce que ça peut s'incruster dans la vie de quelqu'un et qu'est-ce que je vais en tirer? C'est pas évident d'être en posture de se remettre un peu en pause. C'est génial, j'ai une techno, la voiture autonome. On en parlait pendant des heures, hein, la voiture autonome et des disques autour, je sais pas. Si c'est pour bosser dans ma voiture, je m'en fous, je préfère conduire. Et on n'en parle pas de ça. Hein? Mon revers? Je préfère mon revers. C'est bullshit quand on a la conférence de Zuckerberg qui nous dit que ça sera dans la réalité. Ils ont annoncé qu'il est projeté en fait dans... Non, peut-être, mais moi ce que j'aimerais savoir c'est est-ce que je peux être... est-ce que quand je montre Walt Disney à mes gosses, est-ce que le truc peut être hacké et se retrouve sur un site de cul? Parce que ça fait rigoler quelqu'un qui a hacké les réalités. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça mon vrai sujet. Parce que lui, évidemment, un truc en disant demain c'est un monde virtuel et ça sera magique. Mais non, mon fil, j'en ai pas plus de voir sur mon fil Facebook, sur le téléphone, il y a un post sur 2, c'est de la pub. Donc il oublie de... Qu'est-ce que ça veut dire quand je mettrai des lunettes Facebook demain? J'aurai un petit écran à côté avec du blic et de la pub tout le temps. On parle pas de ces trucs-là. C'est surtout ça en fait qui m'embête. Et c'est là où le design fiction est bon pour générer du débat. Votre avis sur Watson? Sur une machine intelligente. Je lui ai parlé quoi. Je lui ai demandé si c'était un robot, il m'a répondu, il m'a répondu. Si je vous le dis, c'est pas drôle. C'est argument. Non, c'est vrai. Donc Alexa, pardon? Vous l'associez à Alexa? Alexa, Nest, ils sont tous sur ce type de démarche avec des deep learning. Je suis pas expert, je sais pas faire aller. Mais on peut partir du postulat que ça va arriver, je sais pas quand. Intégrons-le dans la vie de quelqu'un, maquez ton truc. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que je suis plus mytho? C'est que quand je me réveille, je dis à mon mur. Vous vous souvenez de l'eye tracking, la technologie dont tout le monde parlait? J'ai fait un job, il y a 15 ans, j'ai fait un job il y a 15 ans qui était très prospectif pour un hôtelier. Il me disait on aimerait mettre de l'eye tracking, on peut sûrement faire des choses. Je lui ai dit c'est génial, c'est toujours chiant d'aller pisser la nuit quand on ne sait pas où sont les interrupteurs, donc je vais regarder la porte, ça va s'illuminer. Puis après on s'est dit ah ouais, tu peux peut-être allumer la télé et puis changer les chaînes. Résultat des courses, on ne pouvait pas ouvrir les yeux sans allumer un truc, ça clignait. Et donc c'est complètement con. Et donc résultat des courses, on s'est dit ah ouais, attends, pour allumer les lumières, il faudrait avoir un signe confirmatoire, c'est une interaction. Hein. Donc je vais pointer le nez vers l'interrupteur et je vais cligner des yeux. Lève-toi et va appuyer sur le bouton. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là où on a un vrai sujet d'interaction. Qu'est-ce que ça veut dire dans ma vie demain? Vous n'avez pas un pote qui a mis écho chez lui et qui commande tout par écho? Non? Qui dit passe-moi la musique en Amazon Echo et puis c'est drôle, c'est fun, mais tous les jours. Est-ce que vous avez fait là sur le salon de l'agriculture avec le journal, vous en tirez quoi après? Comment vous l'exploitez? Qu'est-ce qui se passe? C'est du débat en fait. On fait lire aux gens, on leur demande vraiment de lire, on les pose, on leur dit concrètement quand on a activité, t'es dans le vin, t'es dans le Bordeaux et t'es toujours avec tes pieds quoi. Enfin, c'est bien, mais et ici? C'est toujours le ici. Qu'est-ce qu'on fait? Et du coup, sur la base des scénarios comme ça, c'est beaucoup plus facile pour eux de s'exprimer parce qu'ils sont identifiés ou ils vont... On a fait un journaliste qui est spécialiste du milieu et il a écrit un article. Le seul problème que j'ai, c'est que des fois les gens me disent ah oui, mais le journal me dit que demain sera. Ah non, je vous dis ça, mon job c'est pas de faire la proba. Mon job c'est d'en discuter. Le blockchain, je sais pas où elle va. J'ai pas d'idée là-dessus. C'est juste, je me dis demain pourrait ressembler à ça avec la blockchain. Qu'est-ce qu'on en fait? Et après, quand on s'appelle IBM, on a un tel pouvoir qu'on peut appuyer sur un bouton et dire demain matin ressemble à ça, parce que j'ai la conviction que. Mais d'abord, il faut en parler et parler des altérités. J'ai répondu? Ouais. Merci beaucoup. Bonne soirée. Ça vous a plu. Donc, prochain speaker, Benjamin Guéry, de chez Ager Service.
Service, qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est une filiale du groupe Bagger. Bagger, c'est un groupe électrique qui existe depuis les années 50, qui fabrique tout ce qui est matériel électrique. Et il y a à peu près 2-3 ans, le CEO a décidé de créer une filiale pour parler de service. Et donc, pour une boîte qui construit du matériel électrique, qui s'adresse à des professionnels, l'idée c'était de faire du service et de s'adresser à des vrais utilisateurs, des vrais consommateurs. Et tout en passant par le service. Du coup, ce que je vous propose là, c'est qu'on essaye de voir un peu comment est-ce qu'on passe d'un objet connecté à finalement des services et plutôt une plateforme de service. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on commence par quelques chiffres. Je vous rassure, on n'en aura pas beaucoup, parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup pour comprendre pourquoi est-ce qu'il faut passer de l'un à l'autre. Et quelques éléments de contexte. Ensuite, on comparera un objet et un service sur un exemple simple. Et ensuite, on verra tout ce que ça implique derrière. Voilà, donc le premier chiffre, c'est celui-là. Aujourd'hui, en 2017, on compte à peu près 8,4 milliards d'objets connectés. Et ces 8,4 milliards d'objets connectés, quand on les ramène à la population qui utilise des objets connectés, je ne sais pas mis de chiffre, mais ça représente à peu près 3 à 5 objets connectés par personne. C'est en gros 3 à 5 personnes, une personne interagit avec 3 à 5 objets connectés, aujourd'hui en 2017. En 2020, on aura 21 milliards d'objets connectés. Donc la population ne va pas augmenter aussi vite, parce qu'on est sur un rapport de x2, à peu près x2,5. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on crée des smartphones beaucoup plus grands pour gérer tous ces objets connectés. Dans le sens où, aujourd'hui, un objet connecté, c'est une application. Donc le jour où vous en avez autant, ça va faire beaucoup d'apps. Parce que si je ramène à peu près au nombre d'objets par personne, on vient aux environs 500. Vous vous rendez compte que ça arrive à être un peu compliqué à gérer. Ensuite, quelques éléments de contexte. On parle beaucoup d'IoT, donc l'Internet des objets. D'accord, donc c'est, je pense que tout le monde connaît, mais globalement, c'est un réseau qui permet de gérer peu d'échanges de données, qui permet d'avoir des objets qui sont en consommation basse et qui permet du coup de couvrir une grosse surface. Donc ça répond bien à un objet qui va être placé à un endroit et qui va être capable d'interagir avec vous. Donc aujourd'hui, on a, donc en 2017 toujours et avant, on a à peu près 4 réseaux qui permettent de faire ça. Donc ceux qui connaissent, Sigfox, LoRa, NB-IoT et TEM. Donc Sigfox et LoRa, c'est 2 réseaux qui sont montés en standalone, là où les 2 autres, c'est des upgrades des réseaux existants, de la 4G. Et en 2022, arrive la 5G. Donc au-delà de prévoir des débits qui sont beaucoup plus importants que la 4G, on va, en gros, l'idée est de normaliser l'Internet des objets. C'est-à-dire que là où on a un débit encore plus énorme sur les usages classiques, sur l'objet connecté, on va en gros pouvoir couvrir 1 million d'objets au kilomètre carré. Donc une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit qu'on avait énormément d'objets d'ici 2020-2022, qu'on avait beaucoup de réseaux et qu'ils étaient tous prêts à les connecter, il faut arriver à trouver sa place. Donc quand on est constructeur d'objets connectés, comment est-ce qu'on tire notre épingle du jeu? Est-ce qu'on va essayer de répondre? Est-ce qu'il faut continuer sur les objets ou est-ce qu'il faut aller plutôt vers du service? Alors, moi je suis convaincu que, pour recouper un petit peu avec la présentation précédente, que ce qui marche pour fonctionner, il faut être user-centrique. Il faut s'attacher à un usage. Qu'est-ce que veut un utilisateur? Qu'est-ce qu'il veut en faire? Donc ça doit répondre à un besoin, ça doit être simple à utiliser et ça va être adapté à une situation. J'ai essayé de réfléchir à un exemple simple d'usage. Je prends l'exemple d'une lampe connectée, une ampoule connectée, peut-être certains d'entre eux en ont une. Donc le besoin, c'est de dire, je vais aller dans ma cuisine, je vais pouvoir allumer la lampe dans ma cuisine à distance et je vais pouvoir régler son intensité, voire la couleur. Parce que le soir, c'est plus bon d'avoir une grosse lumière qui est très très lumineuse. Donc les ampoules connectées, ça répond à ça. Je peux piloter la lumière depuis mon domicile, mais surtout depuis mon smartphone. Je n'ai pas besoin d'être dans la pièce. Et en plus, je peux régler des ambiances. Je peux mettre la luminosité comme je veux, je peux mettre la couleur que je veux. Donc au final, l'usage c'est quoi? Je prends mon smartphone, je trouve l'app dans mon smartphone, je clique dessus, je repère la pièce qui m'intéresse, en l'occurrence la cuisine, je l'allume et ensuite je vais régler l'intensité et la couleur. Donc c'est super, ça répond à mon besoin. Le problème, c'est que quand on met ça dans un vrai exemple, dans un vrai contexte de vie, c'est un peu plus compliqué. Donc, je vais essayer de vous faire une mise en situation. On est en pleine nuit, d'accord? Il est à peu près 3 h du matin. Vous êtes un jeune papa et une maman, votre bébé pleure, il a faim. Et là, vous dites, je vais aller préparer du monde dans la cuisine. Donc, il faut chercher, il faut trouver son smartphone, il
faut enlever le mode avion parce qu'on met la nuit, il faut trouver là, il faut faire sa pièce, la lumière, la luminosité, la couleur. Et à côté, il y a un objet qui est génial qui s'appelle l'interrupteur. Je ne sais pas pour vous, mais enfin moi j'appuie sur l'interrupteur. Donc du coup, cet objet-là, il est bien, il va faire le buzz en soirée avec vos amis, mais ça va s'arrêter là. Au final, il ne va pas être utilisé et il ne va pas marcher. Maintenant, si on prend le même contexte, donc en pleine nuit, le bébé pleure, il faut préparer le biberon. Alors c'est une extrapolation tout à pour être, je ne dis pas que c'est ça. Et si on intégrait un détecteur de pleurs bébé, la lampe sait quelle heure il est. Et en plus, cette lampe connaît mes habitudes, donc elle sait que c'est moi qui me lève, etc. Bah, la lumière, elle peut s'allumer toute seule, et puis à la bonne intensité. Donc, on se rend compte que l'objet, en fait, n'est pas juste connecté, mais en fait, il devient intelligent et autonome. Et là, donc, quand on a l'interrupteur à côté, bah, j'ai plus de clic à faire, j'ai plus besoin d'aller cliquer sur mon mur. Donc après, l'usage, c'est un exemple simple, et on peut imaginer pas mal de choses qui font en sorte que ces objets connectés rendent un vrai service, et répondent à un vrai usage, et pas juste à un objet qui s'allume quand je prends mon smartphone et que si je le trouve. Et donc là, je choisis plutôt l'ensemble. Donc, en gros, si je devais résumer, un objet connecté, pour moi, ça répond à un besoin qui est très simple. J'allume une lumière depuis un smartphone, et ça fait juste ça. Et ça n'interagit pas avec autre chose. Au final, ça offre une fonctionnalité. J'allume une lumière depuis un smartphone. Alors qu'un service connecté, ça va un peu plus loin. Ça s'appuie sur un contexte. On va rentrer dans un besoin qui est plus complexe, plus personnalisé, parce qu'il va s'adapter à moi, à mes usages. Et donc, ça va justement répondre à un usage. Donc, au final, un usage regroupe plusieurs fonctionnalités. Et si elles sont bien faites, elles interagissent bien entre elles, du coup, on peut en tirer une vraie valeur. Donc, quand on est constructeur d'objets connectés, qu'on fait une ampoule connectée et qu'on dit, bah, en fait, très bien que tout ça répond à un usage, on ne peut plus rester sur un modèle où, en fait, on a juste un objet qui interagit. Il faut aller un peu plus loin. Il faut tirer un petit peu le fil du service. Donc, ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on ne fasse plus un objet qui soit connecté. La suite, c'est qu'il soit intelligent, qu'il s'adapte et qu'en plus, il marche tout seul. Donc, voilà. Donc, tout ça pour dire qu'un objet ne suffit plus. Il faut d'abord rentrer dans un écosystème complet. Alors j'ai schématisé là, et après je schématisé un peu plutôt la partie plateforme de service. Un objet connecté, c'est quoi? Donc on a des mouvements, on a la lampe connectée, on a de la caméra connectée de surveillance, on a un peu tout ce qu'on veut. Donc on est à la maison, les appareils sont connectés à mon smartphone par du Wi-Fi, du Bluetooth, du Zigbee ou un peu ce qu'on veut. Et mes usages vont forcément être limités. Ça va être chez moi, à l'extérieur. Et puis je vais avoir une application par constructeur, voire par objet. Donc je reviens sur ma slide de début. Si on se projette en 2020-2022, quand on aura 500 objets par personne, là, le smartphone, il va falloir qu'il gère de l'application. Alors que quand on parle de services connectés, bah, ça ressemble plutôt à ça. C'est-à-dire que j'ai toujours mes objets, j'ai toujours ma lampe, j'ai toujours mes écrans, mes caméras. Ces objets par exemple, sont connectés à un réseau adapté, donc l'IoT, pour revenir à ce que je disais au début, qui est connecté à un cloud avec tout un tas de choses. Vous avez listé 4 éléments, mais on peut en avoir beaucoup d'autres. Donc je ne sais pas si tout le monde connaît tous ces éléments, mais en gros, bah, mon objet est relié à mon backend que je vais pouvoir gérer. Ensuite, l'ADMP va me permettre de construire un usage cohérent par rapport à ce dont j'ai besoin. Le CRM va pouvoir communiquer avec moi, et le CSO, c'est aussi m'identifier. Surtout quand j'ai un smartphone et que je peux me connecter un peu de n'importe où. Donc on peut imaginer une connexion à distance. Je n'ai pas besoin d'être chez moi à côté de mon objet pour piloter. Je peux être à distance. Je me rapproche de chez moi, mes lumières vont par exemple s'allumer, mes volets vont s'ouvrir. Donc ça va vous reconnaître que c'est moi, ça va être vraiment un usage personnalisé, ça va être repéré entre tous. Parce qu'on va pouvoir commencer à créer des scénarios, des interactions entre les objets. J'arrive chez moi, la lumière s'allume et mes volets s'ouvrent. On n'est pas, donc j'arrive chez moi, je sors mon téléphone, j'allume une lumière. Voilà, donc tout ça pour dire, c'est ma dernière slide, hein, mais forcément quand on se dit qu'on a un écosystème, on a un futur qui prépare énormément d'objets par utilisateur et qu'on a une interaction qui doit être autre chose que juste un smartphone, mais qui doit être, ça peut être le fait d'arriver à un endroit, ça peut être la voix, ça peut être tout un tas d'autres choses. On ne peut plus juste construire un objet et se dire je fais une interaction avec lui. On est forcément dans un écosystème, on est forcément dans une plateforme de service. Donc quand on est un groupe comme ailleurs ou ailleurs service, on se dit bon bah je sais construire un objet, il n'y a pas de souci. Derrière, il va falloir qu'on tire des nouveaux métiers qui vont construire ce genre de plateforme avec toutes ces compétences. Donc c'est ça, à mon sens, que en gros tout constructeur aujourd'hui d'objets connectés doit penser pour le futur.
comment est-ce que je construis cet écosystème, comment est-ce que je construis des usages qui sont pertinents. Voilà, j'ai été très vite. J'ai essayé d'être ici. Je ne sais pas si vous avez des questions. Est-ce que vous savez comment les données, si ça existe, enfin, dès lors qu'on monte des objets qui ne sont pas identifiés par un utilisateur en particulier dans un smartphone, on peut les matcher avec un identifiant publicitaire d'iPhone, mais je ne trouve toujours pas d'entreprise qui se fasse du ciblage publicitaire sur la base des data collectées par les objets connectés. Ah, je sais que je ne saurais pas donner l'acteur qui fait ça, mais derrière, en fait, quand on peut imaginer une tonne de choses, hein, parce qu'un objet connecté, ça va faire plein de choses. Si on parle de lumière, de relais, etc., ça va s'ouvrir, ça va s'allumer. Okay. On va le relier à des usages qui vont être orientés dans la partie back-end, etc. Et ensuite, on relie à la DMP. Un usage qui va apprendre comment est-ce que les gens utilisent leurs différents matériels. Et derrière, on sait le relier à un accessoire, une gestion d'identité qui va permettre de m'identifier de manière personnalisée. Donc, c'est mon smartphone, c'est parce que moi je fais des usages et je sais que c'est moi. Donc j'ai un identifiant unique qui est moi-même et qui va me rattacher à des usages qui sont traités dans la DMP. Et derrière, on peut imaginer, on rapproche via des formats publicitaires des usages, il y a des sites qui vont être intéressants, et donc segmenter toute la base, et derrière proposer une publicité à dédiée. Donc oui, ça c'est complètement possible. Après, c'est un écosystème qui se construit. C'est-à-dire que là où je construis un objet, j'interagis avec lui, ça c'est l'étape 1. Là on commence à construire la plateforme de service, on interagit avec plusieurs objets, on fait des scénarios. L'étape 3, c'est je sors de cet écosystème. En plus de tout ça, je vais me relier au monde extérieur et peut-être effectivement une publicité. Aujourd'hui, ce n'est pas encore des enjeux qu'on a. Là, on est vraiment dans le monde industriel, c'est la transformation déjà du simple objet en plateforme de service. Parce que là, déjà, il y a beaucoup d'enjeux. En gros, si je reviens à cette slide-là, ça, c'est la FNAC, vous trouvez plein d'objets qui vous proposent ça. Par contre, pour arriver là-dessus, là, on est dans une dimension beaucoup plus industrielle. Il faut avoir du sens. Je pense qu'effectivement, l'étape d'après, c'est. Parce que la DMP, elle est là, mais c'est encore l'étape d'après. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait énormément de boîtes qui fassent ce genre de service qui soient vraiment équipées encore aujourd'hui de DMP. Mais par contre, oui, c'est une réflexion qu'on doit avoir. Alors, j'ai une question sur la voix. En fait, est-ce que la voix ne peut pas gérer l'objet ou est-ce que c'est pas plus simple que d'attendre que la lumière s'allume si on n'avait pas envie qu'elle s'allume? C'est une question d'usage. Voilà, c'est ça, parce que la voix n'est pas finalement pertinente que de laisser l'objet lui-même. Pourquoi pas? En fait, ça dépend de l'usage qu'on va faire. Quand je vous décris ça, l'usage, je vais poser rapidement, mais on peut imaginer des tonnes de choses. Et sur certains usages, l'interaction qui va être intéressante, ça va être la voix. D'autres, ça va être la géolocalisation. D'autres, ça va être, ça peut rester un smartphone. Ça peut être plein de choses. Donc, en fait, c'est en fonction de comment est-ce qu'on gère l'usage. Quel usage on veut proposer. Je sais pas si ça répond à la question. C'est le genre de plateforme à écosystème ouvert en fait, où finalement on peut intégrer des objets connectés de plusieurs constructeurs différents. C'est un modèle qui peut être ouvert ou pas. Après, ça dépend de la stratégie d'entreprise, mais oui. Après, on est vraiment sur des briques modulaires avec des API qui communiquent entre ces différents modules. Donc, on peut imaginer un autre écosystème, un autre constructeur. On peut imaginer énormément de choses quand on a une approche de ce type-là. Si on a l'approche précédente, non. Parce que c'est des choses en général qui sont très propriétaires et qui du coup ne permettent pas ce genre de choses. J'ai une remarque sur ce slide, je ne comprends pas très bien en fait. Oui. Parce que, en fait, à droite, vous avez un iPhone qui symbolise la mobilité. À gauche, vous avez quelque chose, ce qu'on appelle la maison connectée, qui n'est pas vraiment mobile. Non. Alors, si je devais représenter autrement, effectivement, là j'aurais pu mettre la maison plus trois objets, et là j'aurais pu mettre la personne. Donc, comment je pilote la maison. Par rapport, pour revenir à la question de tout à l'heure, là j'ai mis un smartphone, mais on aurait pu mettre un écho d'Amazon, on aurait pu mettre. Je comprends ce que vous dites, mais il y a une contradiction profonde. C'est que si vous voulez, sur cet iPhone, si vous utilisez Uber, oui, parce qu'il s'agit de mobilité. Vous voyez ce que je veux dire? Tandis qu'à la maison, je ne sais pas si c'est utile. Le smartphone? Oui, mais alors c'est ce que je disais en fait. Là, j'ai symbolisé par le smartphone, mais ça peut être autre chose. J'aurais pu enlever le smartphone et mettre une personne.
qui est connecté à Internet, que ce soit par un smartphone ou par autre chose. L'idée, c'est comment est-ce que j'ai un utilisateur qui va interagir avec un écosystème. J'ai mis le smartphone parce qu'aujourd'hui, quand on pense objet connecté, on pense forcément smartphone pour la partie pilotage. Mais l'idée derrière, c'est pas forcément un smartphone, c'est comment est-ce que j'interagis. C'est du web. Comment? C'est du web, c'est pas de l'iPhone. C'est du web. C'est largement suffisant, c'est pas la peine que... Peut-être. Mais en tout cas, l'idée de cette interface-là, c'est vraiment, j'ai une personne qui interagit avec une maison connectée qui peut poser plusieurs objets. Enfin, c'est ça que j'essaie de retranscrire en tout cas dans cette slide-là. Peut-être qu'elle était mal comprise, mais c'est l'idée. Mais c'est contradictoire, vous comprenez ce que je dis? Pas très bien, mais il faut en parler. Oui. Peut-être pour appuyer le débat, en fait, l'intérêt sur la maison, c'est pouvoir la piloter à distance, par exemple. Et si demain je dois contrôler 500 objets, ça revient aussi sur ce débat, je ne vais pas pouvoir forcément tous leur parler, leur dire quelque chose. D'où le fait que les objets soient capables de communiquer entre eux et d'avoir une intelligence. Genre, ils savent que je suis sortie parce que j'ai mon smartphone sur moi qui a quitté la maison. Le smartphone, ça reste l'objet privilégié parce que malgré tout, c'est celui qu'on a toujours sur soi. On a stocké en fait toutes les informations, tous nos systèmes là-dessus. Et il incarne l'individu en fait. Effectivement, ça passe par le web. Mais au final, ce qui est intéressant, c'est de penser qu'il y a un écosystème entre les objets et le smartphone, parce que l'idée, c'est que justement, il y a quelque chose qui va regrouper, et pas 500 applications par objet, avec 500 trucs à gérer quand je vais quitter ma maison. Mais cet écosystème, il va permettre en fait de gérer, de créer une intelligence sur les objets entre eux, et les objets vont fonctionner sans moi. Demain, ma maison, j'ai 500 objets dedans, je ne vais pas, dès que je sors, régler tous les trucs. Ma maison, elle va s'auto-gérer toute seule. Et elle saura par contre où je suis grâce au smartphone. Elle pourra m'avertir et communiquer avec moi grâce au smartphone. C'est pas forcément un senseur supplémentaire. Non, en fait, là où je disais 500 objets intéressés avec une personne en 5 ans, en fait, peut-être que 500 objets, ce sera 5 services de 100 objets. Et du coup, c'est ces 5 services qu'on va piloter de son smartphone ou d'autres choses. Et là, ça devient gérable. Parce qu'on n'a pas 500 apps sur un téléphone. Par contre, on peut en avoir 5 comme aujourd'hui, on a 5 objets. Vous êtes fabricant d'objets, mais la valeur ajoutée elle est quand même dans le service. Comment vous êtes sûr de ne pas vous faire disrupter ou de maintenir une barrière d'entrée? Je prends l'image d'IBM qui a raflé le marché de l'eau à Malte parce qu'ils étaient capables de faire de la vis derrière et de proposer du service. Vous, en tant qu'entreprise, comment? Parce que vous pouvez vous faire disrupter assez facilement. Merci pour avoir mis au point les objets. Mais moi, j'ai une capacité à faire du service supérieure à la vôtre, tout simplement parce que j'ai plein de mathématiciens, de gens capables de faire du marketing. Je vous disrupte. Comment vous gérez tout ça en interne? Je n'ai pas la réponse, hein, mais je vais quand même essayer d'en parler un peu. Si je prends l'exemple d'ailleurs, c'est un groupe qui construit à peu près tout ce qui est électrique dans une maison, dans des bureaux, sauf du cas. En gros, il y a déjà un écosystème qui est hyper intéressant parce qu'on a une gamme d'objets qui est assez importante. Donc quand on a une gamme d'objets qui est aussi large, on est capable de se dire d'en faire une plateforme de service, les faire interagir entre eux et proposer un vrai usage. C'est là la force qu'un groupe comme le nôtre peut avoir par rapport à un constructeur d'objets. Après, il ne faut pas non plus s'interdire des partenariats, des choses qui permettent aussi de défendre cet écosystème. Parce que aujourd'hui, on ne peut pas savoir tout faire, donc il faut forcément penser à ce genre de choses. Donc, je n'ai pas forcément la réponse, mais en tout cas, le métier doit changer. Parce que tu ne peux pas faire juste un objet qui va interagir avec un smartphone ou autre chose. Mais tu ne peux pas juste faire un objet. Tu es obligé de faire une plateforme de service pour à un moment donné que cet objet rende un vrai usage. Soit qu'il y en ait plusieurs ou pas, il ne peut y avoir qu'un seul objet. Au final, ça doit rendre un usage avec un contexte d'utilisation. Donc de toute manière, le métier doit changer. Après, je vais me brancher à une DMP, à plein de choses qui vont peut-être je vais peut-être trouver de la valeur ailleurs que simplement construire, et j'en suis persuadé. Mais en tout cas, on voit qu'on est dans un virage aujourd'hui. Le monde industriel qui n'est pas forcément préparé à se dire je vais rentrer dans le digital, je vais faire du service et de la construction d'objets. On voit que pour aller vers le futur, il faut aller vers ce type de métier. Et donc créer des plateformes de service. Mon problème, c'est que ces plateformes de service, en fait, qui commencent à apparaître, elles sont hyper fragmentées souvent. Elles communiquent avec une partie et une autre. Et en bas, les objets qui s'en sortent, c'est ceux qui essayent de communiquer avec tout, qui offrent des API ouverts et autres. Et souvent, en fait,
quand on nous vend une plateforme, on nous vend des outils qui communiquent avec des objets qui communiquent avec rien d'autre. Je pense que moi, le futur vraiment de l'objet connecté, c'est pas vraiment la plateforme, c'est vraiment l'objet et l'ouverture en fait de l'objet, qui soit ouvert à tout. Et que c'est ce que fait Philips, par exemple, c'est les ampoules. Elle marche chez HomeKit d'Apple, elle marche chez Alexa, Amazon et autres. Et eux, ils s'en sortent très bien. Et moi, je vois vraiment les réseaux d'une entreprise, au final, ils restent dans leur moule et ils ne vont pas communiquer avec le reste. C'est dommage, ça ne va pas avancer. Enfin, pour moi. Non, on peut faire du partenariat et ouvrir les API vers l'extérieur. Si je prends Apple avec son HomeKit ou Amazon avec Echo, aujourd'hui, ils sont plutôt là comme des agrégateurs. Ils vont demander à des constructeurs d'être certifiés par leur marque, pour en mettre des trucs dedans, ou un moyen de construire l'objet, d'interagir. Et du coup, au final, l'usage, je ne sais pas si on a un HomeKit, au final, quand on prend un iPhone, il y a une application qui s'appelle Home, et le pilotage d'objets, je vais le faire depuis l'application Home. C'est intéressant pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ça regroupe tous les objets qui sont compatibles. Et pas juste la marque du constructeur. Donc si je reprends l'exemple de Philips Hue, il y a une application qui est plutôt efficace, qui sont compatibles HomeKit. Si derrière j'ai d'autres matériels que HomeKit, moi je vais aller sur HomeKit. Au final, la valeur elle va être prise par Apple. Et la seule valeur que moi je vais avoir, le service, c'est mon partenariat avec Apple. Le jour où Apple va créer des objets en propre, c'est-à-dire en fait les objets c'est moi, ça devient compliqué. Donc l'idée, oui, il faut s'ouvrir, mais quand on est un objet en standalone, je pense effectivement c'est une bonne démarrer par ça. Et quand on a une gamme d'objets qui peuvent interagir et construire un vrai écosystème intéressant pour un utilisateur et donc créer l'usage, il faut aller vers. Après, ça ne veut pas dire qu'on s'interdit d'aller faire du partenariat avec Apple, Amazon, mais il faut monter cette plateforme de service. Il faut être capable de faire. Et puis pour les API ouvertes, il faut une plateforme de service. Merci. Merci Benjamin, vous pourrez le retrouver après. Donc, on a les pizzas qui sont arrivées. On a juste un dernier speaker qui va vous présenter donc Clustering connecté. Et donc voilà. Jérôme Masquet. Bonsoir à tous. Alors, on va essayer de se débrouiller avec la technique. Je vais faire quelques vidéos. Je vais essayer de ne pas être trop soporifique parce qu'on va parler de vin. Bien dans la salle aime le vin. Vous m'avez fait peur. Ça y est, je commence à réveiller la salle. Bon, donc on va parler d'un truc un peu plus concret. Et c'est par là un peu qu'on m'a demandé, quand Suricats m'a demandé d'intervenir. Oui, l'objet connecté, nous en tant que start-up, ça nous parle. Moi je vais me présenter. Tout d'abord, je suis Jérôme Pasquet, l'un des trois fondateurs de Divin. Donc on va vous présenter aussi, vous aurez l'occasion pour ceux qui sont intéressés d'avoir une démo de la Divine. Qui est en fait un peu Nespresso du vin, comme dit si bien la presse. J'ai Alexandre avec moi qui vous filera un coup de main. Je viens pour présenter un peu la Divine forcément, mais au-delà de notre start-up, qui va être connectée un jour, c'est aussi un sujet qui nous intéresse. Je viens aussi représenter, on est membre fondateur d'un cluster de start-up sur le vin à Nantes. Et dans tout ce que j'entends depuis le début de la soirée, on parle beaucoup de prospective. Et nous, on est un peu confronté à l'inverse, c'est comment un truc aussi simple qu'un verre de vin, on réussit à le connecter. C'est pas ça qui nous a drivé depuis le début, mais on est confronté à cette question-là dès lors qu'on apporte du digital avec le vin. Vous comprendrez mieux, j'espère, un peu plus tard dans la soirée. Donc je représente ce collectif là, de start-up du vin, et on a essayé de faire des choses assez rapidement autour du numérique. Et comme on est basé à Nantes, je voulais juste faire un petit clin d'œil, parce que nous, en fait, on fait le grand écart entre des consommateurs, que nous sommes tous, ceux qui aiment le vin, urbains ou ruraux. Et c'est vrai un sujet, parce qu'on parle d'usage, mais les usages, ils sont forcément dépendants de notre localisation. Et vous le savez tous, l'infrastructure du haut débit, du mobile, des zones blanches et compagnie. Et donc ça, c'est clairement à intégrer aussi. Et je peux vous dire que comme on voit des consommateurs urbains, ruraux, mais jusqu'au vigneron, lui, bien rural, l'objet connecté, on fait un peu grand écart. Je sais pas, l'exercice n'est pas facile, je vais essayer de pas trop parler, mais je voulais juste quand même faire un petit peu la pub de... Alors, je sais jamais comment ça se passe. Voilà, je vais y arriver. Donc juste, on est une douzaine de startups
à être regroupés au sein de notre collectif La Vie Numérique, donc basé à Nantes, au bord du digital, il y a des agences de com, il y a Divin qui fait le service du vent vert, il y a des casques qui permettent de mesurer l'émotion, il y a un carnet de dégustation, il y a des commandes groupées. Je ne vais pas vous faire tout le détail, mais dans notre belle région nantaise, au-delà de ça, il y a les pays de Loire. Et les pays de Loire, c'est assez intéressant sur l'objet connecté, parce que certains d'entre vous ont dû entendre parler de l'Angers comme la cité des objets connectés. Nantes est assez bien connue dans le numérique aussi, et puis j'ai plus récemment découvert moi-même que Laval, en fait, était très bien positionné sur la réalité virtuelle. Et vous allez voir pourquoi je vais vous parler de tout ça. C'est qu'avec la French Tech, en fait, on a eu l'occasion avec Divin d'être présent au CES, et on s'est rendu compte qu'en fait, l'innovation sur les objets connectés, moi j'étais assez épaté, on parlait de l'ampoule connectée avec Benjamin, mais en fait, c'est plutôt des innovations, on va dire, incrémentales, plutôt que des innovations de rupture, jusqu'à présent. Et je pense que moi, aujourd'hui, le sujet que je veux vous prendre, c'est encore une fois le verre de vin, et voir comment on peut en tirer quelque chose et se projeter un peu plus loin. Avant de vous parler de vous en tant que consommateur, je vais vous parler d'un petit truc qu'on a fait assez concret avec nos amis de la Vie Numérique. On a fait un road trip en fait pour aller sonder les vignerons. Alors, on va reprendre les deux bottes, on va plonger un peu dans le côté pratico-pratique, et on a fait un baromètre pour se rendre compte un petit peu de comment nos vignerons étaient connectés. Alors je ne sais pas si tu peux nous finir un peu, Jérémy, pour basculer sur la vidéo. Petite vidéo qui va vous montrer. Alors, on parle de vignerons connectés, là, on fait grand écart avec la prospective. Encore une fois, vous allez voir les questions qu'on leur a posées et le résultat de l'enquête. Ouais, c'est bon. Voilà, donc ça c'est de revenir sur la fraise, voilà, donc ça se défile assez vite, l'objectif c'est pas de vous voir le chiffre, mais pour nous c'était important de comprendre, déjà on parle toujours du consommateur, mais là on a fait le truc à l'envers depuis le producteur. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en fait pour un vigneron, alors la connexion on ne parle pas de la même chose, quoi. On parle de bien plus loin. Et en fait finalement c'est assez représentatif de pas mal de professionnels qui sont plutôt des TPE et des artisans potentiellement aussi. Donc ça c'était pas mal, et en fait on a pris un autre angle, c'est que déjà, vu ce constat-là, on s'est dit, en fait, il va falloir beaucoup d'accompagnement. Et on est en train de penser à leur proposer un parcours du digital. Vous avez vu dans la restitution, en fait, ils sont très digitaux sur tout ce qui peut leur rapprocher un client. Par contre, sur la viticulture, et là on parle plus de ag-tech, plus que de food-tech, sur la partie dans les vignes, et puis on peut étendre ça dans les campagnes, l'objet connecté, il a une vraie valeur et il est encore très peu présent. Donc il y aura forcément des sujets là-dessus. Ça, c'est un premier sujet vis-à-vis du vigneron. On s'est penché sur quelque chose d'un peu plus pratico-pratique et qui va plus vous parler. Je vais plus vous parler de la divine, ce qu'on en a fait nous avec notre entreprise Divin. Donc, toujours avec le collectif, on a été invité à représenter en fait, vous connaissez tous les salons de vin. On est allé à Düsseldorf pour un salon qui s'appelle le salon ProWine. En fait, la région Pays de la Loire nous a demandé, écoutez, nous on fait tous les ans des salons un peu partout en France et dans le monde, mais on voudrait se distinguer un peu des autres. Et là, nous, ça tombait bien parce qu'on leur avait présenté en même temps que le baromètre du vigneron connecté, on leur a présenté la dégustation augmentée. Voilà, donc on va commencer à parler un peu plus de techno à destination du
du client. Alors, on est plusieurs boîtes avec un peu plus orientées B2C que B2B. Et donc, vous retrouvez la Divine, ce que vous voyez, l'objet que vous voyez là, qui donc, vous permet d'avoir votre verre de vin servi dans les bonnes conditions, température et aération, en moins de 2 minutes, ce que vous aurez la possibilité de tester ce soir. Là, vous avez un petit atelier avec le carnet de dégustation. Et enfin, vous avez le rotif qui vous permet de vraiment voir les émotions, j'aime ou j'aime pas le vin que je goûte à l'instant T. Donc là, pour l'instant, c'est la phase 0 de notre développement, on a mis les objets les uns avec les autres. Mais l'objectif que l'on a, c'est d'aller bien plus loin. Juste avant de vous montrer jusqu'où on veut aller, je vais peut-être montrer quelques vidéos. Donc si tu peux, on va casser un peu la glace et passer la deuxième vidéo si tu peux. J'ai envie que tu fasses ta chatte là. Voilà, c'est la deuxième. On va commencer sur un petit côté dérision. Pierre, il se débrouille pas très bien. Alors ça, c'est une autre vidéo. Donc nous, avec la Divine et la dégustation augmentée avec mes collègues, ce qu'on essaie de faire, c'est essayer de vous faire passer une autre expérience que juste lever le coude. Je vous ai mis de rugby, il n'y a pas de problème, je sais le faire. Mais en fait, j'ai rien appris du vin jusqu'à ce que je crée du vin avec Thibault Louis, mes deux associés. Et donc, on essaye de faire apprendre le vin un peu plus facilement aux gens. Et donc, je vais vous montrer rapidement ce que l'on a fait avec l'histoire de Divin. On a combien de temps pour en passer deux ou j'en ai qu'une? Ouais. Je peux mettre la deuxième, du coup, si je reviens sur voilà, ça. Donc, en fait, les conditions de service, que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'un sommelier dans un grand restaurant expolié, il va vous apporter trois choses. Il va vous apporter une sélection de vin, les conditions de service. Ça, vous ne le voyez pas parce qu'il fait... Hein. C'est la deuxième, c'est la troisième. Non. Et donc la troisième chose, c'est il va également donc, dans les conditions de service, il y a la température et l'aération, ce que fait la Divine. Et il y a également tout ce qui vous raconte son bien. Il connaît chaque vigneron, qui fait bien son boulot, et son histoire, la fois sur le terroir et tout ça. Et c'est ce que nous on apporte avec le digital et justement le flacon connecté avec une puce RFID. Vous allez découvrir ça.
version plus courte, du coup ça va être un peu décousu. Je pensais qu'on mettrait la vidéo où on explique un peu plus ce que fait la Divine, mais vous aurez l'occasion d'essayer, donc pas de souci. Là, ce que vous avez vu, c'est la présentation qu'on a fait au CES sur la version connectée de la Divine. Quand on a lancé la Divine il y a maintenant plus d'1 an et demi, bientôt 2 ans, bon 1 an et demi, je raconte des bêtises, il n'y avait pas l'écran sur la Divine. Ça c'est quelque chose qu'on s'est rendu compte en fait que d'avoir l'appli sur, en tout cas notre site Responsive Design sur nos téléphones et nos tablettes, et la Divine que Alexandre pourra vous montrer qui n'a pas l'écran. Les gens qui ont acheté la Divine, c'est un peu une Nespresso, donc vous rachetez vos flacons et on s'est rendu compte que le réapprovisionnement, moi-même je suis client Nespresso, ce qui me gonfle à chaque fois, c'est quand j'attends toujours le dernier capsule, quand il n'y en a plus, j'ai pas de café pendant 2 jours, le temps que je retrouve mes capsules. Et en fait, le réapprovisionnement, c'est un sujet sur un modèle fermé comme le nôtre. Et donc, on a tout de suite pensé à Divin avec un jour le fait de le connecter, puisqu'en fait, contrairement à Amazon avec Amazon Premium, vous cliquez en un clic sur un article dans votre panier. Nous, en fait, le fait de connecter la Divine, Nespresso ne peut pas se le permettre parce que le prix du café n'est pas assez intéressant, mais nous, sur la puce RFID, on a déjà l'information. Si on connecte la Divine, quand vous achetez, si vous êtes prêt à partager les informations avec nous, c'est uniquement à cette condition-là, on peut gérer votre nombre de flacons, donc ce que j'ai dans la poche, hein, et donc on peut vous dire, si j'ai bien aimé tel vin, je veux recommander celui-ci, et que je suis en dessous de 6 flacons, je peux piloter finalement votre stock de flacons chez vous. Ce qui est juste un truc que moi, j'ai envie d'avoir chez moi, si d'ailleurs j'ai une Divine, donc je l'attends avec impatience. Parce que c'est juste quelque chose d'usage qui est pénible à faire, et j'ai pas de problème à partager cette information-là avec une marque à laquelle je fais confiance. Donc on a voulu aller un peu plus loin avec nos amis de la vie numérique sur une augmentation avec la réalité virtuelle. Parce que vous avez vu sur la Divine avec un écran, c'est bien, on se rend sur chacun des vignerons, on fait une vidéo du vigneron, vous avez la vidéo de Béatrice, notre onologue, pour vous apprendre un peu plus sur le vin. Mais c'est pas encore assez immersif tout ça. Parce que la tendance naturelle, c'est on prend le verre, on boit un coup, et on discute avec les autres, et tout ça, on ne vit pas encore une expérience complète. Et quand on est urbain, dans le centre-ville de Nantes, je ne suis pas les 2 pieds dans le vignoble, même si Valette et Clisson, c'est dans le Muscadet, il y a des très bons Muscadets, je suis approuvé. Ne pas dire qu'il n'y a pas du bon Muscadet, c'est pas vrai, il y en a des très bons. Et donc les vignobles ne sont pas si loin que ça, mais il se trouve que dans les faits, j'y vais rarement. Alors, mon métier fait que j'y vais assez souvent, mais dans la réalité, quand j'étais consultant avant et dans mes autres boîtes industrielles avant, j'allais que très rarement voir le vigneron. Et donc on essaie de la technologie, on se dit que ça peut justement permettre de vous amener dans le vignoble. Et donc cette solution qui est une solution à niveau 0, on voudrait la porter un cran plus loin. Donc ça c'est Daniel Pénicaud, la directrice de Business France, qui nous a accompagnés au CES d'ailleurs, on lui fait un coucou. Et ben on voudrait aller jusqu'à une bulle immersive et polysensorielle. C'est-à-dire que là on veut vraiment aller jusqu'à, avec nos collègues et la Divine, aller vous faire révéler tous les sens. Donc nous, naturellement, avec le vin, vous avez le visuel, le olfactif, le gustatif, finalement 2. Toucher et l'ouïe. Voilà. Et l'ouïe, c'est bien parce qu'avec la vidéo, vous avez tout de suite le côté voyage, plus dans le vignoble. Et puis toucher, on travaille encore un peu dessus. J'avoue que je suis encore un peu plus sec, même si nous, le flacon, vous voyez bien que vous l'avez dans les mains. Mais voilà, on se pose un peu les questions. Et donc c'est des sujets un peu plus de prospective. Et sur les salons, on ne serait-ce que faire la promotion de certains vins, on se dit que ça pourrait être quand même quelque chose d'assez intéressant. Voilà ce que je voulais à peu près vous dire. Et puis je pense que je ne vais pas être trop long non plus. On va être à votre disposition si vous avez des questions pour nous. Et surtout, laisser la place au vin. Alexandre peut vous servir un verre de vin rouge quand je vais servir un verre de vin blanc ici, un Château Doré. Et je crois que tu as le brouillé, donc en rouge des Monécadol, que je vous recommande. Et on aura aussi un rosé et un rouge de Bordeaux par la suite. Donc on va faire un service vin ici, vin rouge là-bas. Je crois qu'il y a des pizzas et je vais laisser Jérémy conclure. Je ne sais pas si vous avez des questions. Si vous avez des questions, allez-y. Je vais toujours par la question face au vin. Avec mon retour d'expérience, est-ce que le français moyen n'est pas un peu réfractaire à porter la technologie dans le vin, contrairement à l'américain qui lui est moins attaché culturellement?
Alors on a fait beaucoup d'études de marché, pas tant que ça en fait. On s'est dit que, en fait, on a mis du temps à comprendre que ce qu'on faisait déjà c'était l'innovation de rupture. Nous, on pensait juste servir un verre de vin au début, bon bah, c'est une innovation incrémentale, et en fait non, c'est une vraie innovation de rupture sur la façon de consommer. Donc tu as complètement raison, après tu peux te dire, t'es pas américain, si? Non, voilà, t'es pas américain, donc tu te dis que l'américain ça va être plus facile. Sauf que l'américain, il va te dire autre chose, il va te dire wine, technologie, ou what, hein? Et il va dire, non, moi ce qui m'intéresse dans la France, c'est le côté tradit. C'est pas tout à fait vrai, parce qu'on sait aussi que les Américains ont rencontré un succès là-bas, c'est vrai. On pensait en avoir un au Singapour aussi, et il se trouve que finalement on a été confronté à des remarques qui sont pas toujours les mêmes, mais in fine, le vin ça touche tellement tout le monde en tant que consommateur, et c'est la bouteille avec le bouchon en liège tradit. C'est vrai que les anglo-saxons ont envie la capsulavis, donc tu vois, c'était une première question, parce qu'en fait c'est des capsulavis avec du verre, donc je prends la question en avance de face, ça c'est possible, comme une bouteille de vin avec une capsulavis ou comme une bouteille d'huile d'olive, mais oui, peut-être qu'ils sont plus, ils aiment bien, en fait, contrairement à ce qu'on pense, un américain, nous ils ont tous dit, it's convenient, c'est la simplicité d'utilisation. Et je pense que ça a été dit par Benjamin et puis par les deux acteurs. En fait, l'objet connecté, si tu te loupes en faisant un truc trop compliqué, nous on est ingénieurs, donc on se méfie beaucoup de ça, c'est que potentiellement, oui, tu ne vas pas rencontrer de succès. Nous, on est convaincus qu'aux États-Unis, il y a un potentiel, il y a aussi plein de résistances. Le côté consomme, ils font vachement gaffe maintenant, en Californie plus que dans certains autres États, mais sur le côté recyclage, impact écologique. Ils attendent du vin français, mais en même temps, ils se posent d'autres questions. Donc oui, ouvert à l'innovation, oui, peut-être plus facile, peut-être, mais finalement, il y a plein de Français comme toi et moi qui discutons tous les jours IoT ou qui sommes connectés d'une manière ou d'une autre, et finalement, pourquoi toi, tu ne seras pas plus capable d'aller vers ce qu'on fait plutôt qu'un Américain. Donc se méfier des... Ouais, ça va, on nous a beaucoup dit, hein, aller aux États-Unis, c'est pas pareil qu'à France. Aujourd'hui, nos plus gros clients sont français, parce qu'on est peut-être pas français. Pour aller dans le même sens, derrière, c'est qu'il y a tout un business model un peu compliqué aussi, parce que déjà, en fait, le vin, ça nécessite de nouveaux systèmes d'embouteillage pour ce système-là. Donc, c'est une complexité pour des viticulteurs qui ont déjà des coûts en fait, d'embouteillage qui sont assez élevés. Comment ils se retrouvent économiquement dans un système comme ça? Pour la garde du vin, on sait que le vin, plus il est en capacité, en fait, plus il se conserve. Là, ça veut dire que là, on ne peut pas faire de vin de garde ou des choses comme ça sur des systèmes de ce type-là. Donc, vous restreignez peut-être le marché en fait, à certains types de vins. Vous ne pouvez pas l'ouvrir à l'intégralité du vignoble. Et tout ça, vous l'avez pris en compte dans le business model. C'est tout ce qu'on s'est pris dans la tronche depuis 4 ans. C'est bien résumé, on aurait dû nous voir plus tôt. C'est pas faux. Et en même temps, si je vous dis, si ce soir, alors pas ce soir, j'en ai que 4 et il n'est pas temps, si je peux vous servir un verre de Grand Cru classé Saint-Julien en Bechevel en 2012, vous le prenez ou pas? Mais ça veut dire que combien de temps il est resté dans votre système? Dans le flacon? Dans le flacon. Est-ce que d'abord... Il n'y a pas de problème de conservation. Alors je vais peut-être répondre à certaines questions. Aujourd'hui, pour le vigneron, c'est très simple, on achète les vins en bouteille par palette. Aujourd'hui, on arrive à des premiers volumes intéressants parce qu'on commence à acheter nos vins à nos vignerons par palette et pour les vignerons. Et on fait faire par un de nos partenaires, Oui France, qui est basé à Blanfort, à Bordeaux, qui le fait sans contact à l'air. C'est ce qui fait que en fait, le vin, il continue d'évoluer, hein, contrairement à ce qu'on dit, les capsulavis. Le vin continue d'évoluer en transforme à la aussi, comme dans un vin en bouteille à capsulavis. Hein, vous en avez peut-être déjà eu dans les mains, surtout les vins étrangers notamment. Mais on y vient. Nous, les vignerons, aujourd'hui, la capsulavis, ils nous disent c'est pas de souci. C'est certainement même le meilleur moyen de... Après, il y a de quantité. Je reprends le deuxième point sur le volume. Nous, on vous propose de vous faire un verre de vin de Château Bechevel, en feu classé, en 2012. Vous n'avez jamais ouvert la bouteille dans la semaine. Je ne vous crois pas si vous dites que oui. Vous n'avez jamais ouvert la bouteille de 75 centilitres dans la semaine et vous enfilez toute la bouteille sur un Grand Cru à 80-100 € la bouteille, sauf voilà. Mais naturellement, je pense que vous ne le ferez pas, vous le ferez que si vous avez une bonne occasion. Et encore une fois, vous avez raison, mais moi je vais pousser le bouchon jusqu'au plus loin, c'est que je pense qu'il faut que vous achetiez les Magnum dans ce que vous dites. Parce que la bouteille de 75, c'est pas le meilleur format pour conserver le vin. Le meilleur format, c'est le Magnum. Donc nous, on a pris le parti, et j'ai même justement voulu jouer un peu là-dessus, parce qu'à la limite, on devrait vendre des Magnum et des flacons. Parce que si vous voulez vous faire un verre de vin, aujourd'hui, c'est ce format le plus facile à obtenir. Si votre femme veut un verre de vin blanc et vous un verre de Bechevel, vous pouvez vous le faire. 2 bouteilles dans la soirée, je pense qu'il n'y a pas grand monde, même si on se dit tous qu'on pourrait le faire physiquement, je pense que tout le monde est capable. Dans la réalité, encore une fois, c'est un deuxième bout de rugby qui vous parle,
Je pense que vous ne le ferez pas. Après, il n'y a pas la vignette de la bouteille, peut-être. Ah oui, oui, c'est clair. Attendez, qu'on soit clair, on ne vend pas la même chose. Je ne suis pas en train de vous vendre une bouteille de vin, et je sais qu'il y a des personnes traditionnelles que ça va certainement choquer. C'est juste un peu provocateur. Mais vous savez, on en a eu plein, et puis je ne réponds pas sur la défensive, en fait. C'est que, on a tellement eu ces remarques-là que je vous ouvre en fait les fenêtres, et c'est là où le marketing de l'objet connecté a tout son sens. C'est qu'on parle toujours techno. Et en fait, non, nous, on a mis longtemps pour comprendre pourquoi on s'emmerde à faire des vidéos comme ça et tout ça. C'est qu'on essaie de prendre le truc par position. Le fait que la bouteille, c'est bien. Moi, j'adore les bouteilles, j'ai une cave de 300 bouteilles. J'ai zéro problème avec ça. Mais pourquoi vous voulez opposer les choses? Pourquoi on n'est pas capable d'avoir un système en complément de l'autre? Voilà. Donc, notre point, nous, il est là. C'est si vous avez une cave, continuez. Mais vous avez aussi la possibilité de vous faire un verre de vin à la semaine. On approfondit plus sur le technique. Quand on dit, par exemple, servir le plan, combien de temps en fait par rapport à un bac à température ambiante, combien de temps il descend? C'est servi en 1 minute. Voilà, c'est ça. Vous allez pouvoir vous en rendre compte, et ce que je vous propose, c'est peut-être que s'il y a pas de questions, c'est passer à l'action. D'accord? Et on peut en discuter. Ça va. Merci beaucoup. Donc, dégustation de vin, pizza. Je vais vous dire, vous pourrez retrouver la présentation sur YouTube, on vous enverra un lien. Mais en même temps, vous aurez les supports des speakers, vous pouvez discuter avec eux. Et nous suivre sur Instagram, sur les castings. Je crois que tout le monde est parti dans le vin. Je voulais juste remercier Jérémy qui a organisé 100% du meet-up.